Pour cet emploi, il faut 5 ans d'expérience et on arrive avec 5 ans d'expérience et on va te dire ah bah non en fait je privilégie quelqu'un qui avait 3 ans d'expérience. C'est toujours trop tôt ou toujours trop tard. J'ai toujours travaillé pendant mes études, j'ai vraiment fait des tas de trucs. J'ai travaillé dans une usine de yaourt, dans un frigo alors qu'il faisait 40 degrés dehors. J'ai fait des babysitting, j'ai fait des cours particuliers, j'ai travaillé dans le sentier pour trier des vêtements. J'ai toujours trouvé que l'accès était assez difficile. Quand c'est difficile, tu as 10 aspirants entrepreneurs qui vont se dire « Ah non, c'est pas le moment pour se lancer ». Et tu en as 2 qui vont se dire « Bon, bah moi, malgré le contexte, j'y vais quand même ». Et pourtant, la base de l'entrepreneuriat, c'est d'aller à la rencontre de ses clients, leur faire souscrire à ta solution, leur montrer qu'en fait, tu viens résoudre un vrai problème qu'ils ont. Et c'est comme ça qu'on monte des boîtes. C'est en étant sur le terrain avec l'intelligence artificielle. Moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, avec ces outils-là, tu peux monter une boîte, mais en 2 minutes. En 6 mois, on les aura exterminés. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter sur le Déclic. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche et à nous partager un petit commentaire. Ça nous permet à chaque fois d'avoir des invités de plus en plus inspirants. Et si vous préférez nous écouter au format audio, sachez que c'est possible aussi pendant vos déplacements, vos sessions de travail ou même pendant votre sport. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute selon vos préférences, ainsi que des épisodes exclusifs ou simplement celui que vous êtes en train d'écouter. Merci encore, ça nous permet à chaque fois de continuer à évoluer. Et maintenant, on se retrouve avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic. Encore une fois, bien accompagné. Je suis avec Jean-Baptiste Achard. Comment tu vas ? Très bien. Et toi, Alec ? En pleine forme, c'est extrêmement plaisir de t'avoir ici sur le plateau du Déclic. J'ai plein de questions à te poser, mais avant, je vais rapidement te présenter. Tu es cofondateur de StaffMe, une plateforme qui connecte les entreprises avec des jeunes entrepreneurs qualifiés pour des missions temporaires dans toute la France. Tu as lancé StaffMe en 2016 avec pour ambition de faciliter l'accès à l'emploi pour les jeunes. StaffMe permet de trouver en moins de 4 heures des talents pour des missions variées, commerciales, logistiques, services clients, tâches administratives. Plus de 300 000 jeunes inscrits et 3 500 entreprises clientes sur la plateforme. Également cofondateur de StaffMe Academy, organisme de formation dédié aux jeunes indépendants, et cofondateur de l'Accélérateur, une structure d'insertion pour les jeunes. Jean-Baptiste, tu as aidé des centaines de milliers de jeunes à travailler, mais tu as aussi été accusé d'exploitation de cette génération. Aujourd'hui, on veut comprendre ce qui se cache derrière ce paradoxe et ton vrai combat. Bienvenue, Jean-Baptiste, sur le Déclic. Merci, Alec. Octobre 2015, comment et pourquoi est né StaffMe ? Alors ça remonte, ça fait presque 10 ans maintenant. Ouais. En fait, il faut savoir qu'à l'époque, moi je suis étudiant et j'ai fait d'abord du droit pendant 5 ans, puis ensuite j'ai passé le concours du barreau pour devenir avocat et j'ai complété cette scolarité par l'ESSEC. Parce qu'on m'avait dit à l'époque qu'avoir un cursus en droit puis une école de commerce, c'était le parcours parfait pour l'avocat d'affaires parce qu'à la fois tu t'y connaissais bien en droit, mais aussi tu connaissais le monde de l'entreprise et du business. Et donc, ça te faisait de toi l'avocat d'affaires parfait. Donc, ça, j'ai passé toutes ces étapes. Et puis, en fait, on est en octobre 2015. Je m'apprête à finir mes études en 2016 et à rentrer sur le marché du travail en tant qu'avocat. Mais à l'époque, je me dis que, en fait, ce parcours, cette vie d'avocat ne m'emballe pas complètement. Et je suis assez ambitieux et je me dis, mais si tu commences un métier et que tu n'es pas passionné et que tu n'es pas à 500%, mais qu'est-ce que ça va donner, quoi ? Ça va être une catastrophe. Il faut vraiment... Et ça, c'est un conseil que j'ai pour tous les jeunes. Dès que vous rentrez dans une carrière, il faut que vous soyez très motivé par celle-ci, parce que ça risque d'être un peu long. Et si vous voulez y arriver, c'est plus simple quand même quand on est passionné par le sujet que quand on l'est moins. Et donc, j'avais cette réflexion et il se trouve que je la partage à l'époque avec quelqu'un avec qui je travaille, qui s'appelle Amaury, qui lui-même a 20 ans de plus que moi, est avocat et moi, je l'aide dans son cabinet pour certains dossiers. Et lui avait déjà en fait été entrepreneur 2 fois en parallèle de sa vie d'avocat. Et je lui fais part de mes réflexions et je lui dis je vais devenir avocat, mais bon, ça m'emballe pas trop. À côté, j'ai vraiment l'entrepreneuriat qui me titille, j'ai vraiment envie d'entreprendre. Mais bon, je vais me lancer, j'ai fait 8 ans de formation, je vais pas arrêter tout là pour lancer ma boîte. Et je lui dis, je vais faire 2-3 ans comme avocat, et puis au bout de 2-3 ans, je vais monter mon entreprise. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que tu en penses ? Parce que lui avait cette double expérience, et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Et il m'a dit, mais en fait, je pense que tu fais une erreur, parce que dans 2-3 ans, il y a ce qu'on appelle le lifestyle inflation, et donc tu vas très naturellement élever ton niveau de vie, tes amis vont élever leur niveau de vie, et donc ce sera beaucoup plus dur pour toi de tout quitter
et de repartir de zéro et de monter ton entreprise. Et je pense qu'il n'avait pas tort, parce que c'est sûrement ce qui serait produit. En plus, quand on est avocat, on n'a pas le chômage, donc c'est quand même plus difficile de se mettre en situation de risque pour monter une entreprise. Et il m'a dit, je pense que pour toi, le meilleur moment pour te lancer, c'est maintenant. Pourquoi ? Tu es étudiant, donc on pourrait se dire, tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas beaucoup de réseau, etc. Donc c'est un moment pas forcément évident et pas le plus évident pour entreprendre. Et il m'a dit, en fait, c'est un moment où tu n'as pas du tout d'attache. C'est-à-dire que tu n'as pas d'attache financière, tu n'as pas de prêt immobilier, souvent tu n'as pas de famille. Enfin voilà, tu es vraiment libre de toute attache. Et surtout, tu peux travailler de façon très très intense, jour nuit, parce que, entre guillemets, tu n'as que ça à faire. Et au niveau du train de vie, parce que c'est important, en fait, quand tu es étudiant, tu manges des pommes de terre et des pâtes. Et quand tu vas être au début entrepreneur, tu vas pas gagner trop de sous. Donc tu vas manger des pommes de terre et des pâtes. Et donc il va y avoir un continuum. Alors que si tu avais commencé à élever ton niveau de vie et que tu devais le rabaisser, là c'est beaucoup plus dur. Et donc il m'a dit ça, je pense que c'est le bon moment. Et puis il m'a dit une deuxième chose, il m'a dit, et moi il se trouve que j'ai déjà monté 2 entreprises et mon projet là dans les prochains mois, prochaines années, c'est de remonter une autre entreprise. Donc est-ce que ça t'intéresse qu'on y réfléchisse ensemble ? Et donc à partir de ce moment-là, on s'est mis à réfléchir. Donc d'abord sur l'idée d'une association, de se dire en fait on a envie de monter quelque chose ensemble. Et après est venue l'idée de StaffMe. Mais c'est vraiment en 2 temps comme ça. D'abord l'association et ensuite l'idée. Et ça aussi, c'est une chose que je voudrais noter pour les entrepreneurs ou les aspirants entrepreneurs qui nous écoutent. C'est que souvent on dit il faut venir avec son idée et puis trouver quelqu'un qui va te permettre d'être meilleur pour ton idée. Non, on peut aussi se dire en fait je veux m'associer avec cette telle personne parce qu'il y a une grande complémentarité de caractère, de compétences, que sais-je, et après aller chercher l'idée. Et c'est ça qu'on a commencé à faire à partir d'octobre 2015. On a commencé à fouiller un peu à la fois dans nos vies. Souvent on dit, quand on veut monter une boîte, je pense que c'est très juste, il faut aller chercher un peu les pain points qu'on a dans sa vie, les points de difficulté où on se dit, j'aimerais qu'il y ait une solution qui soit créée à mon problème, parce que si tu as un problème, souvent il est largement partagé, et si tu trouves une solution à ce problème qui est ton entreprise, elle devrait trouver preneur auprès de beaucoup de monde, parce que souvent tu n'es pas le seul à avoir ce problème-là. Et moi il se trouve qu'en fait le problème c'était que j'étais étudiant, j'ai toujours bossé pendant mes études et j'ai toujours trouvé ça compliqué. Donc on s'est mis à itérer sur cette idée-là, et quelques mois après, en fait très peu de temps après, puisque c'était en avril 2016, on a immatriculé la société avec 500 €, donc 250 € de capital chacun, à 50-50. Moi, j'avais même pas 250 €, donc c'était Amaury qui me les avait prêtés à l'époque. Et on s'est lancé. Et tout de suite, ça a super bien marché. Vraiment, c'est ça que je retiens de cette histoire, c'est que dès les premiers jours, quasiment dès les premières heures du lancement, on a senti cette traction, on a senti qu'en fait, on avait mis le doigt dans quelque chose où il y avait un vrai potentiel. Et après, on reviendra sur cette histoire. Il y a eu les levées de fonds, 2 fois, le rachat, etc., les projets annexes, mais bon, ça c'est pour plus tard. Ouais, c'est un excellent signal, le fait que tout de suite ça prenne. C'est signe également que vous aviez bien identifié la problématique auquel faisait face la cible. Avant ça, je rebondis sur un point que tu as évoqué. Tu dis, j'avais déjà l'entrepreneuriat qui me titillait depuis un petit moment. À quel moment tu t'es dit, j'ai envie de devenir entrepreneur ? Parce qu'en plus de ça, quand on se lance dans des études d'avocat, tu l'as évoqué, c'était 8 ans d'études te concernant, donc c'est un peu le type de métier vocation. Quand tu y vas et que tu vas jusqu'au bout, en général tu y restes, ou alors éventuellement tu vas ouvrir ton cabinet à un certain moment. Ouais, ce qui est une autre forme d'entrepreneuriat. Tout à fait. Et justement, dans ton cas, qu'est-ce qui fait que tu étais attiré au fond de toi par l'entreprise ? Je ne saurais pas dire précisément, parce que ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas un environnement familial qui me destinait à l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, c'est des fils d'entrepreneurs ou de commerçants ou d'artisans, donc ils ont vu leurs parents être dans cette intensité et à la fois ce côté merveilleux qui est le fait d'entreprendre. Moi, je n'ai pas du tout un environnement familial comme ça, puisque mon père est ingénieur. Il est sorti de ses études d'ingénieur, il est arrivé chez Total, et nous sommes peut-être 30 ans après, il est toujours chez Total, ingénieur, et ma maman est prof. Donc voilà, pas du tout des parcours d'entrepreneur, et même dans mes oncles, tantes, grands-parents, j'avais pas du tout ça. Donc je pense que c'est ce qui a fait aussi que cette entre guillemets, vocation d'entrepreneur, elle a mis un peu de temps à émerger. Mais
si je devais refaire mon parcours, je pense qu'elle vient de plusieurs choses. J'ai toujours été hyper curieux du monde, de tout ce qui m'entoure. Depuis tout petit, j'adore lire la presse, essayer de comprendre comment marchent les business, comment marchent les différents marchés sur lesquels évoluent les entreprises. Ça m'a toujours passionné. Et après, aussi, depuis tout petit, je suis un grand passionné de technologie. Donc ça a commencé avec Apple. J'ai été et je suis toujours un énorme fan d'Apple, de tous les produits Apple qui sortent. J'ai eu le premier iPhone à 16 ans que j'avais financé avec des babysitting, etc. J'avais trouvé un deal pour le faire ramener de l'étranger. Même chose avec le premier iPad, plus récemment avec l'Apple Vision Pro. Enfin, je suis un mordu d'Apple. Et donc tout ça, le côté technologie, enfin attrait pour la technologie, je pense à jouer dans cette volonté d'entreprendre, mais aussi d'entreprendre dans la technologie pour pouvoir créer en fait une application qui soit disponible pour le plus grand nombre. Ça me touchait vraiment. Donc accessible à tous et avoir un maximum d'impact dans la foulée. Je rebondis sur un point et puis ensuite on reviendra à la genèse du projet. 2018-2019, on te reproche d'exploiter les étudiants avec un modèle d'auto-entrepreneur, donc emploi déguisé, précarisation, etc. La toute première fois que tu entends ça, comment tu expliques ça? Qu'est-ce que tu en dis? Alors ce qui est très vrai, c'est que tu pointes bien que c'est 2018-2019. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs étapes là-dedans. Nous, on se lance en 2016 avec une idée hyper simple qui est, et c'était la tagline à l'époque sous le logo, révolutionner le travail étudiant. L'idée, c'est ultra basique, c'est d'avoir une application sur laquelle des étudiants peuvent s'inscrire et trouver des jobs qui s'adaptent à leur emploi du temps. Et donc, c'est très concrètement, vous vous inscrivez sur l'application, vous dites, voilà, je peux travailler le jeudi après-midi, le samedi soir et le dimanche soir. Vous mettez donc c'est dispo. De l'autre côté, vous avez des entreprises qui ont des besoins ponctuels dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans la vente. Et elles vont, à ce moment-là, déposer une offre. Et si c'est une offre pour le samedi soir, elle va être envoyée à tous ceux qui ont dit qu'ils étaient dispo le samedi soir. Et ensuite, c'est premier arrivé, premier servi, donc ça va hyper vite. Et en tant qu'étudiant, vous pouvez travailler quand vous voulez. Une fois qu'on a décrit ça, il y a une mécanique juridique, entre guillemets, derrière pour pouvoir opérer ce système de plateforme. À l'époque, ce qu'on voit, c'est qu'il y a en gros deux modèles. Un modèle d'intérim, qui est un modèle salarié, qui est assez complexe, puisqu'en fait, c'est la société d'intérim qui emploie ceux qui travaillent, donc avec les bulletins de paie, voilà, une certaine lourdeur administrative. Et puis de l'autre côté, il y a ce statut d'auto-entrepreneur qui globalement vient d'arriver, puisque le statut d'auto-entrepreneur, la création c'est 2010 en France. Donc en 2015-2016, c'était encore assez peu connu. Et on se dit, en fait, ce statut d'auto-entrepreneur, il est assez merveilleux. Moi, j'étais auto-entrepreneur moi-même avant de créer StaffMe, donc je connaissais bien le sujet. Et je me suis dit, mais en fait, ce statut, on peut y accéder en 5 minutes. Et ensuite, on peut travailler avec de façon très simple, juste en émettant une facture à destination d'une entreprise et en étant payé pour celle-ci, et tous les trimestres en déclarant et payant ses cotisations. Et c'est un système protégé, légal, qui fonctionne très bien pour justement toutes ces prestations de court terme et souvent last minute. Et il se trouve que 2016-2018, on est hyper porté par tous les acteurs qui vraiment sont là à fond en disant « StaffMe, c'est merveilleux, c'est une nouvelle façon de travailler, c'est parfaitement adapté à ces jeunes, etc. » Et il faut voir aussi que c'est à ce moment-là le démarrage, enfin en tout cas, c'est l'accessibilité au grand public de solutions telles que Uber, Deliveroo, plateformes auxquelles on a pu être affilié. Et je ne sais pas, à partir de 2018-2019, il y a un peu un changement de pied, mais même dans l'opinion publique. C'est-à-dire qu'au début, on se dit, l'ubérisation, il faut se rappeler, la campagne de 2017 d'Emmanuel Macron, il est à fond derrière ce qu'on a appelé l'ubérisation, qui est maintenant vue comme quelque chose de très négatif. Mais à cette époque-là, il le soutient parce que ça permet à des jeunes qui n'ont pas forcément de travail d'accéder à un travail. Il dit, je me rappelle très bien de sa citation, il dit « il est souvent plus facile pour un jeune de banlieue de trouver un client que de trouver un employeur ». Enfin voilà, il y avait tout ce mouvement-là. Et à partir de 2018-19, le vent change d'une certaine manière. Et en fait, ces plateformes, et nous par la même occasion, parce qu'en fait on est rattaché
je trouve parfois que c'est un peu injuste parce que je ne considère pas que je fais la même chose que Uber et Deliveroo. Mais bon, on est mis dans le grand sac des plateformes, sont vus comme des outils de précarisation parce que le statut d'auto-entrepreneur serait un statut avec lequel on ne paierait pas de cotisation sociale, ce qu'on entend tout le temps mais qui est complètement faux, et qui ne donnerait pas accès au chômage et accès aux congés payés. Oui, certes, mais c'est la différence avec le salariat. Et donc, tout ça se met un peu en branle. Moi, j'avoue que la première fois que j'en entends parler, je suis hyper surpris. Parce que je me dis, en fait, ce que je fais, c'est que du bien, quoi. Je me suis dit, j'ai jamais eu un client, et surtout ceux qui travaillent, ce qu'on appelle les staffeurs sur la plateforme, qui sont venus nous voir et qui sont plaints de leurs conditions. Tout le monde était ravi parce que ça leur permettait d'être mieux payés et que ça leur permettait d'accéder à des jobs comme ça hyper flexibles. Là où dans les solutions traditionnelles, que ce soit l'intérim, que ce soit rechercher des jobs en CDI à temps partiel sur Indeed ou que sais-je, ils ne trouvaient pas en fait de solution. Donc au début, je suis très surpris. Puis après, en fait, je comprends que c'est un combat en fait, d'apparence idéologique, mais derrière, en fait, c'est un combat concurrentiel. C'est-à-dire que très vite, je m'aperçois qu'en fait, ceux qui sont derrière ce combat, ils disent qu'ils sont là pour lutter contre la précarité, etc. Mais qu'en fait, derrière, c'est les sociétés d'intérim, leurs représentants, et qu'en fait, ils ont juste peur d'une chose, c'est qu'avec notre nouveau modèle, on vienne leur grappiller des parts de marché, et qu'à terme, comme on disait à l'époque, les disrupte complètement. Ouais. Et donc, c'est en fait eux qui lancent cette cabale. Et à ce moment-là, on se dit, ouais, ok, on va se défendre, quoi. Enfin, on va se défendre pour montrer qu'en fait, ce qu'on fait, c'est bénéfique pour les étudiants, qu'ils sont tout à fait satisfaits de cette alternative, de cette condition, et que ce statut d'auto-entrepreneur, c'est en fait un formidable tremplin vers l'emploi, et non pas, comme ils voulaient nous le dire, une espèce de trappe à précarité. Et justement, donc, tu évoques le fait que vous dites, OK, on va se défendre, etc. Est-ce qu'à un moment donné, tu as peur, tu doutes, tu te poses des questions? Parce qu'avec du recul, ça fait donc 3 ans que vous avez lancé le projet. Je ne sais pas, d'un point de vue résultat, où en est le projet à ce moment-là. Les concurrents qui sont en face, peut-être qu'ils ont des moyens énorme proportionnellement. Et puis, on a reçu beaucoup d'entrepreneurs sur le déclic qui, effectivement, à des moments, lorsqu'ils lançaient un projet qui était différent de tous les autres, qui voulaient disrupter un marché, ont fait face à des phases juridiquement assez coriaces. Et ce n'était pas facile du tout, tant émotionnellement que financièrement. Comment toi, tu l'as vécu? C'est pas facile du tout, ça je le reconnais. Mais très vite, moi je sais pas, peut-être que j'avais un peu la naïveté ou l'innocence du jeune entrepreneur, mais je me suis dit en fait on va se débrouiller et on va y arriver et on va passer cette épreuve. Ce qu'il faut voir, c'est que face à nous, c'est une industrie, l'intérim, qui est très importante, puisque c'est une industrie qui en France fait 25 milliards d'euros, donc c'est très important. C'est des centaines de milliers de jeunes et moins jeunes, de personnes qui travaillent tous les jours. Et vraiment, il s'était mis en tête que, je me rappelle d'une conversation que j'ai eue avec quelqu'un de l'agence de communication qui conseillait la fédération des acteurs de l'intérim, qui avait dit en 6 mois, on les aura exterminés. Mais c'était le mot, exterminés. Et moi, je me suis dit, mais en fait, on va pas se laisser faire comme ça. Enfin, ce qu'on fait est juste, on doit se défendre. Et bon, ils n'ont pas réussi à le faire en 6 mois. Et ils n'ont d'ailleurs toujours pas réussi. Mais ça, ça a été une période, je dois dire, assez difficile, mais aussi dans laquelle on s'est embarqué. Enfin, moi, je me suis embarqué là-dedans avec beaucoup, beaucoup de confiance, parce que je savais vraiment profondément au fond de moi que ce que je faisais, était juste. Et ça a été un peu toujours ma boussole. Je me suis dit, ok, le jour où je sens que ça déconne, mais ça n'a jamais été le cas, eh bien, il faudra que j'arrête, il faudra que je rende les armes. Mais en fait, je me suis dit, ce truc-là, ce qu'on a créé, il rend service à tellement de gens. Et ces gens, c'est pas que des numéros sur la plateforme, parce qu'il faut imaginer que c'est quand même des dizaines de milliers de staffeurs qui travaillent chaque année. Il y en a que je connais très bien. Il y en a, c'est mon petit frère, un cousin, une cousine. Enfin voilà, je les vois, ces jeunes-là. Je sais ce qu'ils font. J'ai l'expérience du terrain et je vois que en fait, tout ce que brandit en face mes adversaires, ce n'est que du fantasme.
Parce qu'on a eu des tas de choses comme quoi ils travaillaient, je sais pas, dans des missions extrêmement dangereuses, que la nuit, qu'ils étaient payés 3 € de l'heure, enfin des trucs mais complètement délirants. Alors que moi j'avais les chiffres sous les yeux, j'avais les témoignages, je parlais avec des staffers tous les jours, je parlais avec des entreprises tous les jours, et je savais qu'en fait on était très 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 très, très loin de ce fantasme, et que ce fantasme il n'avait qu'une raison d'être, qu'un objectif, c'était à la fois de décrédibiliser publiquement ce qu'on faisait, pour dire aux entreprises c'est dangereux, n'y allez pas, c'est pas net globalement ce qu'ils font, et du coup nous couler. Et puis le deuxième aspect, c'était une offensive juridique importante face à laquelle il a fallu se défendre, et qui a été pas de tout repos. Et justement, lorsque tu te dis je vais me défendre, j'imagine juridiquement, mais médiatiquement, comment est-ce qu'on fait quand il y a des communiqués comme ça qui sortent, des gens qui littéralement partagent des choses qui sont fausses, mais qui sont peut-être tellement gros, tellement énormes, que tu ne sais pas trop comment te défendre. Je te pose toutes ces questions parce que ça peut vraiment être le cas d'entrepreneurs qui nous écoutent, lorsqu'on a envie de réinventer un marché, d'apporter une solution à des problèmes qui sont bien établis depuis des années, mais en fait ça ne dérange personne, ou en tout cas ceux qui ont intérêt à ne pas les faire bouger, ça ne les dérange surtout pas. Et ça peut être très compliqué, très inconfortable d'y faire face, que ce soit juridiquement, comme médiatiquement, comme peut-être moralement. Médiatiquement, qu'est-ce qu'on a fait ? Moi, j'ai essayé de prendre le plus la parole, donc en allant voir des journalistes, en essayant de parler, de faire parler de nous, de corriger en tout cas de casser certains fantasmes qui pouvaient y avoir dans les médias. Donc ça a été beaucoup avec la presse. Aussi faire ce qu'on appelle du débunkage, donc ça veut dire en fait trouver un journaliste à qui on va raconter en fait l'histoire, et qui va justement en allant voir tout le monde et en faisant un vrai travail d'investigation pouvoir démontrer que la vérité elle est quand même pas exactement celle qui est décrite, et que en fait les faits sont plutôt ceux-ci, et il les décrit. Donc ça c'était un axe qu'on a fait, et ça a bien marché, parce que je pense que en plus j'irai pas jusqu'à dire qu'on me donne le bon Dieu sans confession, mais j'ai plutôt une tête sympathique, et d'ailleurs comme c'était beaucoup un reproche qu'on nous faisait, qu'on faisait les trucs un peu comme ça, on savait pas trop ce que c'était, etc. Moi je disais ok, en fait je vais me montrer, je vais être très très transparent, je vais accueillir les médias dans les locaux, et comme ça on va arrêter tous les fantasmes, et vous allez voir ce que c'est en fait la réalité. Ça a été une chose qu'on a faite. La deuxième, c'est qu'on a fait énormément de témoignages d'utilisateurs. Donc le plus possible, montrer en fait la réalité de ce qu'on fait et quel impact ça a sur la vie des gens. À la fois du côté des entreprises, mais surtout du côté des staffers. Qu'est-ce que ça leur apporte au quotidien ? On a fait des témoignages vidéo, on a fait un livre blanc sur le travail étudiant, on a fait des tas de choses qui ont permis de donner la parole à ceux qui vivent cette expérience, parce qu'on trouvait que c'était le témoignage le plus puissant, plutôt que moi parler de ce qu'ils vivent, plutôt demander à ceux qui utilisent l'application comment ils ressentent l'utilisation qu'ils peuvent avoir de l'application, comment se passe leur travail, quels bénéfices ils en tirent, quelles choses ils aimeraient corriger dans ce qui se passe via l'application. Donc ça, c'était les utilisateurs. Et la troisième chose qu'on a faite, c'est qu'assez tôt, on s'est rapproché pas mal de nos confrères, on va dire, d'autres applications qui faisaient un peu la même chose que nous. Alors on a mis assez vite des limites, parce que, comme je te le disais, on pouvait très vite être assimilé à tout ce qui est Uber, Deliveroo et tout. Et je considère qu'en fait, on fait pas le même métier, pas avec les mêmes populations, pas avec les mêmes pratiques. Et donc on s'est restreint avec un certain nombre de plateformes françaises, Malte, Brigade, Student Pop, et qui sont des concurrents directs. C'est-à-dire qu'au jour le jour, avec les entreprises, on est souvent en face d'eux, et on doit défendre notre proposition par rapport à eux. Mais en fait, on s'est dit, sur un plan des affaires publiques et de la communication, c'est hyper important de montrer qu'on a une proposition de valeur qui est saine, qui est bon pour la société, qui est bonne pour la société, et ça on l'a bien fait tous ensemble. Et je pense que ça c'est une preuve d'intelligence aussi de chacun d'entre nous. Alors tout le monde n'a pas participé, j'ai cité ceux qui ont participé à ces initiatives, tout le monde n'a pas participé, mais de savoir se réunir, faire fi un peu de la concurrence qu'on peut avoir,
et sur les sujets comme ceux qu'on évoque de défense d'un modèle nouveau, savoir se tendre la main et faire un front commun. Parce que de toute façon, il fallait voir que nous, ensemble, on représentait peut-être 150 millions face à un mastodonte de 25 milliards. Donc le rapport de force était un peu déséquilibré. Complètement. Avec tout ça, quel cliché aujourd'hui sur StaffMe insupporte le plus par rapport à la réalité de la mission et de ce que vous faites au quotidien ? Je pense qu'il y a toujours ce côté précarité. La façon dont on l'a fait, la population pour laquelle on l'a faite, pour moi, cette critique de la précarité, elle ne marche pas. Parce que, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'étudiant, de base, il connaît une certaine précarité et que nous, justement, on vient comme une solution à cette précarité en leur permettant de générer des revenus. De générer d'abord des revenus, c'est la première chose qu'ils voient, mais aussi de l'expérience professionnelle, la création d'un réseau, la mise en situation professionnelle, autant de choses qui vont se rajouter sur son CV et qui, demain, quand il voudra chercher un job long terme, fixe, eh bien, seront des arguments en faveur de sa candidature. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis un peu énervé contre cette notion de précarité, parce que oui, la précarité étudiante, elle existe évidemment et on ne peut pas la nier. Mais nous, on arrive comme une réponse à la précarité. En fait, on ne vient pas ajouter de la précarité et ça, je n'y crois pas du tout. C'est quoi votre modèle économique ? Nous, c'est une commission. Donc, c'est très transparent. Aujourd'hui, on a deux modèles. On a un modèle d'auto-entrepreneur qui est le modèle historique, où on met en relation des auto-entrepreneurs avec des entreprises pour ces missions ponctuelles. Et on va donc prendre une commission qui correspond à 20% du montant total payé par l'entreprise. Si c'est une mission à 1 000 €, par exemple, nous, on va prendre, donc payé par l'entreprise, nous, on va prendre 200 € et l'étudiant va facturer 800 €. Ça, c'est le modèle auto-entrepreneur. Et depuis 3 ans, on a aussi ajouté un modèle intérim, donc salarié, et avec cette idée de se dire, en fait, il en faut pour tout le monde. Tout le monde n'est pas fait pour devenir auto-entrepreneur. Alors, c'est pas compliqué du tout, mais ça demande quand même des démarches administratives, créer un statut, etc. Et il y en a d'autres qui préfèrent le confort du salariat et donc ne pas avoir justement à rentrer dans cette complexité administrative. Donc ce qu'on voit, c'est que la rémunération horaire est moins élevée en salariat. Mais bon, il y a ce système de salariat qui est plus simple, on va dire. Et donc ça, c'est un modèle d'intérim où là, pour le coup, on salarie ceux qui travaillent, les staffeurs. Et là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a toutes les histoires de cotisation, etc. Mais on a une commission qui est à peu près autour de 15-16%. Et c'est intéressant parce que justement, ça répond aussi au premier point. Donc maintenant que vous avez laissé le choix entre la partie auto-entrepreneur et la partie plus intérim traditionnelle, est-ce que vous voyez une distinction claire entre les deux ? Les étudiants aujourd'hui ont plus tendance à s'orienter vers quoi ? On voit, il y a une distinction claire entre les deux, puisque en fait, au moment où on s'inscrit sur la plateforme, on peut choisir un côté ou l'autre. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus de jeunes qui vont vers l'intérim parce que c'est moins contraignant administrativement parlant. Néanmoins, on garde quand même une forte proportion de jeunes qui sont auto-entrepreneurs. Je pense que c'est lié aussi à un peu un état d'esprit. L'auto-entrepreneuriat, c'est une façon de travailler qui est différente. Le positionnement qu'on va avoir par rapport à son client est différent que si on est salarié mis à disposition par StaffMe. Et donc, il reste une bonne partie quand même de cette génération qui a envie de travailler autrement. C'est indéniable, c'est-à-dire qu'ils préfèrent prendre un peu plus de risques, avoir un rapport à donneur d'ordre, donc à l'entreprise qui est différent que dans une situation de salariat, être un peu mieux payé. Tout ça, c'est quand même encore une grosse partie de la population qui est sur StaffMe. Si on en revient à la genèse du projet, ce qui fait que tu as lancé StaffMe, que vous avez lancé StaffMe justement tous les deux, toi, dans ton parcours étudiant, tu as eu des difficultés aussi à trouver des jobs, à joindre les deux bouts, entre guillemets, si j'ose dire. On parlait de précarité justement, et puis finalement, la vraie, c'est celle quand tu n'as pas de solution et que tu dois générer du revenu, mais tu ne sais pas forcément comment faire. Comment ça s'est passé pour toi ?
Bah, complètement. Moi, j'ai toujours travaillé pendant mes études. Pourquoi j'avais des parents qui m'aidaient un peu, j'étais boursier aussi. Et après, il faut dire, j'aimais bien sortir. Et donc, j'avais besoin d'un peu de sous en plus. Et puis, j'avais besoin d'acheter mes nouveaux produits Apple à chaque fois, ce qui coûtait un peu cher. Et donc, j'ai toujours travaillé pendant mes études. J'ai vraiment fait des tas de trucs. J'ai travaillé l'été dans une usine de yaourts, dans un frigo alors qu'il faisait 40 degrés dehors pour trier les yaourts. J'ai fait des babysitting, j'ai fait des cours particuliers. J'ai travaillé dans le sentier pour trier des vêtements. Je travaillais en restauration. Enfin, vraiment, j'ai fait des tas de trucs. Et je considère que j'ai beaucoup appris par ces jobs étudiants, que même le dernier que j'ai fait, en fait, c'est celui qui m'a permis de rencontrer Amaury, avec qui je me suis associé plus tard, donc ça m'a énormément apporté. Mais pour autant, j'ai toujours trouvé que l'accès était assez difficile. Et à la fin, enfin vraiment, il faut se remettre dans le contexte, on est en 2015, donc il y a déjà les smartphones, il y a déjà les applications, mais on est quand même un peu au début de l'ère de ce qu'on appelle la on-demand, la on-demand economy. C'est-à-dire qu'on est au début de Netflix, on veut regarder un film, tac, on se connecte sur Netflix, ça nous pousse le bon film, on veut un burger, on va sur son app pour commander le burger. L'économie à la demande, c'est quand même le début. Et moi, je me dis, à ce moment-là, en fait, il faudra vraiment créer une app pour avoir du travail à la demande. C'est-à-dire, ok, je suis dispo, je mets quand je suis dispo, tac, je peux, entre guillemets, attraper le travail, juste pour la plage sur laquelle je suis dispo, 4 heures l'après-midi, le samedi soir. Et ça, je me dis, c'est quelque chose que j'aurais adoré avoir quand j'étais étudiant. Parce que ça m'aurait vraiment simplifié la vie. Au lieu d'aller chercher par le bouche à oreille un bon plan, etc., qui ne correspondait pas forcément, ou alors au lieu de faire du babysitting ou des cours particuliers, ce qui en fait marche bien mais n'est pas très professionnalisant et que sur certains moments tu peux pas en faire beaucoup. J'aurais adoré avoir ça, et ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait c'est mon petit frère qui a 6 ans de moins que moi, qui en fait a été à fond sur StaffMe. Et pareil, les enfants de mon associé Amaury, pareil, ils doivent avoir 7 ou 8 ans de moins que moi. Ils ont été, pendant toutes leurs études, à fond. Ils ont fait des tas des trucs super différents qui leur ont appris plein de choses. Et des exemples comme ça, j'en ai plein autour de moi de gens qui vraiment se sont révélés grâce à ces petits jobs qu'ils ont faits, parce que ça leur a ouvert des horizons professionnels, ou alors ça leur a permis d'en refermer certains, parce qu'ils s'étaient dit, bah, tiens, si je bosse pas à l'école, peut-être que je vais finir par faire ça toute ma vie, et en fait j'en ai pas du tout envie. Donc c'est hyper bénéfique. Je pense que c'est un outil d'orientation formidable pour tous les jeunes. Tu évoques justement l'engouement de tous ces jeunes qui utilisent l'application, et tu as partagé le fait que dès lors que vous avez lancé, tout de suite, vous avez eu des utilisateurs, tout de suite ça a bien marché. À quel point ça a bien marché? Comment est-ce qu'ensuite vous faites de l'acquisition pour vos nouveaux utilisateurs? Parce que même si vous prenez une commission, si on achète du trafic payant, il faut que ce soit rentable. Ouais. Donc il y a toutes ces variables justement de croissance que vous avez dû déployer, j'imagine, au fil du temps. Comment ça a marché? Alors, la beauté du modèle, c'est que sur le côté B2C, donc le côté candidat, on n'a quasiment jamais payé 1 euro de frais d'acquisition. Okay. Vraiment quasiment jamais. Pour te dire, au début, quand on a commencé, vraiment le premier jour, on est passé par Wanted Bon Plan, qui était un groupe Facebook en 2015. Ça va paraître très ringard, mais c'était comme ça que ça marchait à l'époque, sur lequel il y avait, je crois, quasiment 1 million de personnes. Et donc tous les jours, les gens postaient des trucs. J'ai perdu ma carte Navigo, est-ce que quelqu'un l'a vu? Mon chat est perdu à Belleville. J'ai un bon plan pour un resto thaï, machin. Tous les jours, les gens postaient. Et nous, on s'est dit, ok, on va poster 2 témoignages sur Wanted Bon Plan. Un qui vient de moi et un qui vient d'Amaury. Moi, l'étudiant qui partage son bon plan, qui est StaffMe. On n'avait jamais eu un utilisateur, c'était vraiment le soir du lancement. Et Amaury, côté entreprise, j'ai trouvé un bon plan pour accéder à des étudiants comme ça en 2 minutes via un site internet. À l'époque, il n'y avait pas d'application. Et vraiment, je me rappelle très bien, c'était un vendredi. Ça faisait plusieurs semaines qu'on travaillait. Amaury avait son cabinet à côté. Moi, j'avais mes études. Donc, on se voyait plusieurs heures par semaine. Et puis on était ce vendredi, on avait tout, on avait les 2 landing pages qui étaient lancés,
On avait le logo, le site internet, tout ça qu'on avait fait nous-mêmes. On avait mis chacun un message sur Facebook en disant voilà, on lance notre entreprise, c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé ces derniers mois. Bon, on a eu peut-être 200 likes, mais bon, ça n'a pas ramené beaucoup de business. Et du coup, on s'est dit, le vendredi soir à 18h, qu'est-ce qu'on fait pour toucher les gens? On a posté ces 2 messages sur mon petit bon plan. Et direct, mais vraiment dans les minutes qui ont suivi, on a eu des dizaines d'inscrits côté étudiant. Et au bout de 2 heures, je me rappelle très bien parce qu'après j'étais allé dîner chez ma cousine et enfin j'avais pas dîné parce que j'avais Amaury qui m'appelait. Il me disait on a eu le premier client, c'est incroyable, comment on va faire, ça commence dimanche. Ok, bon on va se débrouiller. Donc je vais dire à ma cousine à bientôt et puis on va se mettre à trouver un moyen de le mettre en relation cette entreprise avec un staffeur. Tout de suite, en vrai, et je crois que le premier week-end on a 300 inscrits côté étudiant. Non, c'est énorme. Juste avec ce groupe. Juste avec ce groupe et ce message. Et à la fin, on supprime, je crois, le message parce qu'en fait, on en a trop. Ensuite, on a eu une grosse phase, et on l'a toujours, de bouche à oreille. Vraiment, un truc incroyable, c'est que c'est vraiment le bon plan. C'est-à-dire que côté candidat, c'est le bon plan qui se refile. Il y en a un qui travaille, il va en parler à 10 de ses potes, il y en a 6 qui vont s'inscrire, il y en a 4 qui vont travailler, et ainsi de suite. Les 4, ils vont en parler à 10 potes, et ainsi de suite. Et en fait, ça permet de faire croître la base de façon exponentielle. Et de manière complètement organique et gratuite, ou il y a des commissions complètement organique. Tu recommandes? Ah non, il y a zéro, on n'a jamais mis de commission. Okay. Parce qu'on s'est toujours dit, si on commence à mettre de la commission, les gens vont plus le faire d'eux-mêmes. Donc c'est pas une bonne chose, donc on n'a jamais fait. Donc de manière complètement organique et gratuite. Et puis après, on a beaucoup aussi tourné, on s'est beaucoup aidé des réseaux sociaux. Et depuis 3-4 ans, je dirais, on utilise beaucoup TikTok. Okay. On utilise beaucoup TikTok parce que... Pour aller chercher des étudiants, des entreprises? Des candidats. Okay. Candidats, ouais. Excuse-moi. Étudiants. Non. Et donc, on utilise beaucoup TikTok parce qu'en fait, c'est un réseau sur lequel, dès que tu parles d'argent, ça marche super bien. Ouais. Et c'est notamment de comment gagner de l'argent. Pour les jeunes, en plus. Pour les jeunes. Et donc... Au début, on a commencé un peu comme tout le monde, je sais pas, 2020, un truc comme ça, ça devait être le confinement. Et donc, on avait notre compte, on faisait des trends et tout, ça marchait pas du tout. Et vers 2021, 2022, on a commencé à craquer un truc. En fait, on s'est mis à faire entre guillemets, de l'UGC avec nos utilisateurs qui ont juste, on leur disait, ta carte blanche, on te donne, je crois que c'était on donne 50 € pour faire une vidéo et tu racontes ce que tu veux sur StaffMe. Juste, à la fin, on va faire un espèce de ranking de celui qui a eu le plus de vues et on va lui donner 500 €. Imagine. Et en fait, ils se sont mis à parler d'eux-mêmes de StaffMe avec leur code à eux. Et là, à partir de là, ça s'est envolé. C'est-à-dire qu'une fois, on l'a fait. Et on avait mis à gagner, donc on avait, je pense, sélectionné 50 trucs comme ça, des staffeurs, pour qu'ils postent sur leur TikTok. Et on avait dit, le premier des 50, il gagne un iPhone. Et on a lancé ça, pareil, je pense, un jeudi ou un vendredi. Ils n'ont pas tous fait les 50, mais il y en a du 10 ou 12 qui l'ont fait dans les 2 jours qui ont suivi. Dont une qui a fait une vidéo où... Donc elle parle de StaffMe et elle montre son application où il y a marqué la somme qu'elle a gagnée depuis le début sur StaffMe, en gros. Elle dit voilà les amis, regardez, j'ai gagné, je sais pas combien, 12 000 € sur StaffMe, c'est fantastique. Et en fait dans la même vidéo, quelques heures après dans sa vie, elle va dîner avec des amis, des copines. Et elle dit voilà, regardez, je suis avec mes copines, on est toutes sur StaffMe, c'est trop bien. Et là elle commence à filmer chacune des applications de ses copines, et il dit voilà, et toi t'as combien sur ton appli, et toi t'as combien sur ton appli, et toi t'as combien, et elles sont toutes là à montrer, à dire ah ben moi ça fait que 6 mois, c'est pour ça que je suis que à genre 1500, ah ben moi ça fait 3 ans, donc regarde, je suis à 34 000. Et là le truc est parti, mais vraiment dans des sphères. C'est-à-dire que la vidéo elle a été postée un samedi genre à 18h, un truc comme ça. Et elle a, je crois qu'à 23h, elle était à plus d'1 million de vues. Ah oh. Donc on a stoppé toute la campagne et tout. Avec les 50 autres, on leur a dit, je suis désolé, vous pouvez. Enfin, je sais pas si on l'a stoppé. On leur a dit peut-être essayer d'aller détrôner cette vidéo, mais je pense que vous n'y arriverez pas. On a fini. On avait 35 000 téléchargements par jour pendant une semaine.
et on était la 3e app la plus téléchargée de France. Les 2 premières apps les plus téléchargées, c'était 2 apps pour trouver la station-service, parce que c'était au moment d'une pénurie d'essence, et donc ça, on n'arrivait pas à lutter. Mais voilà, et donc tout ça pour dire, en fait, c'est des trucs un peu faciles, mais c'est ce qui nous permet aujourd'hui, alors heureusement on n'est pas à 35 000 inscriptions par jour, parce que sinon on n'arriverait pas à trouver assez d'offres de l'autre côté entreprise, mais d'être très facilement autour de 30 000, à peu près 30 000 personnes qui s'inscrivent chaque mois sur l'application. Et aujourd'hui on est à près d'1 million. Ah ouais, c'est assez de dingue. jeunes inscrits sur la plateforme. Et en l'occurrence, cette jeune femme qui fait cette vidéo avec ses copines, c'était une influenceuse ou c'était pas quelqu'un totalement... Non, justement, c'est toujours ce qu'on a voulu faire. Ouais, 500 000 abonnés sur exactement. compte. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ah, wow. En fait, on leur demande, est-ce que vous voulez faire quelque chose pour StaffMe, pour nous donner un coup de pouce, puis vous pouvez gagner 50 € au passage. Et on sélectionne que des gens qui ont peu d'abonnés. Ouais. Parce que sinon, les autres demandent trop, ils se disent 50 €, je ne vais pas faire son truc pour 50 €. Ouais. Mais ça dénote justement 2 choses. La première, la puissance d'un excellent produit où les gens le recommandent naturellement, organiquement. Et c'est très vrai ce que tu dis. Si tu commences à rémunérer, mettre en place un programme d'affiliation, peut-être que les gens le feraient beaucoup moins naturellement. Et puis la deuxième, c'est la puissance des réseaux. En l'occurrence, TikTok, le bon filon pour... oui. Non, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est entre guillemets assez facile parce que, encore une fois, on vend une solution avec laquelle tu vas gagner de l'argent. Ce qui est très différent de vendre une solution qui va coûter de l'argent à celui à qui tu la vends. Bien sûr. C'est beaucoup plus facile d'avoir quelque chose où tu dis, grâce à ça, tu vas gagner de l'argent. Et tu peux t'inscrire, c'est gratuit, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de frais d'accès, il n'y a rien. C'est si tu travailles, tu gagnes de l'argent. Si ça ne te plaît pas, que les missions qui sont proposées ne te conviennent pas, que je ne sais pas quoi, juste tu désinscris l'app, tu supprimes ton compte et plus personne viendra te chercher. Et côté entreprise, parce que finalement le business c'est une marketplace. Complètement, il faut garder un équilibre entre les deux. Comment vous faites ? Alors c'est très différent côté entreprise. Nous on travaille avec vraiment toutes sortes d'entreprises partout en France. On a, pour l'anecdote, l'année dernière on a eu des missions dans chacun des départements métropolitains. Donc vraiment partout. Même dans la Creuse, partout. Et le côté, l'acquisition côté entreprise, elle se fait un peu par le bouche à oreille, mais beaucoup par le commercial classique. Donc c'est beaucoup de mails, beaucoup de démarchage sur LinkedIn, beaucoup de coups de téléphone, de cold call. Donc c'est vraiment du classique. Et après sur les entreprises de taille un peu plus importante, là c'est de la rencontre physique, pas mal, pour aller gagner des marchés plus importants. Et dans votre association, c'est quoi aujourd'hui ton rôle au quotidien chez StaffMe ? Pareil pour ton associé, peut-être pour vos équipes, parce qu'aujourd'hui vous avez constitué une équipe, vous avez des bureaux, vous êtes nombreux, c'est un projet qui a pris énormément d'ampleur également et qui continue à grandir. Comment est-ce que tu as structuré tout ça ? Alors, je pense qu'on ne l'a pas vraiment structuré dès le début. Ça, c'était, je trouve, la chose assez intéressante. On a toujours travaillé avec mon associé en ce qu'on appelle à 4 mains. C'est-à-dire qu'on était comme ceux qui jouent du piano à 4 mains. On a vraiment, pendant toutes les premières années, on était toujours l'un à côté de l'autre et à partager tout ce qu'on faisait et à toujours demander en fait un peu l'avis de l'autre. Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'on avait tous les deux des formations d'avocats. Tous les deux un certain sens business, mais il n'y en avait pas un qui était un développeur, l'autre un data scientist. On n'avait pas des compétences qui étaient très éloignées l'un de l'autre. Ce qui nous différenciait, c'est vraiment l'expérience. Donc moi, j'étais tout frais, tout jeune, donc avec tout ce qui fait la force d'un tout frais, tout jeune, c'est-à-dire un peu la naïveté, l'innocence, l'énergie, voilà, plein de choses, le côté un peu assez séduisant, etc. Et lui, Amaury, il a plus d'expérience que moi, puisqu'il a 20 ans de plus. Et donc, il avait toute cette expérience, ce réseau, cette connaissance aussi des choses trappes dans lesquelles tu peux tomber très facilement en entrepreneuriat. Moi, ce que je voyais, c'est qu'en fait, à chaque fois que je faisais un truc, je lui demandais
qu'est-ce que tu aurais fait à ma place ou qu'est-ce que tu ferais à ma place? Et lui faisait la même chose. Et ça permettait vraiment d'aller beaucoup plus vite parce que en fait, c'était hyper enrichissant d'avoir cette complémentarité en fait, d'expérience et aussi de caractère, je dirais, parce qu'on n'est pas du tout fait pareil. on n'a pas du tout les mêmes caractères. Et donc, pareil, on a essayé de s'enrichir au maximum de à la fois cette complémentarité d'expérience, complémentarité de caractère. Et par contre, sur les compétences, on était assez similaires. On a grandi comme ça jusqu'en 2020-2021. Puis après, en fait, il y a eu un événement dans l'entreprise, c'est qu'en 2022, on a vendu l'entreprise. Donc pour vous donner un ordre d'idée en termes de taille, on a commencé en 2016, on a levé 500 000 € au lancement avec des business angels. En 2017, on a levé 3 millions d'euros avec des fonds d'investissement. À l'époque, on était une petite dizaine dans l'équipe, avec un projet qui était original à l'époque, qui était de faire une entreprise rentable, ce qui, à l'époque, était très déconnant dans l'univers du venture capital, mais qui est aujourd'hui beaucoup plus à la mode. Et je pense qu'il était surtout lié à l'expérience d'Amaury, qui, lui, avait déjà monté une boîte aux États-Unis en 99, et donc qui avait connu l'explosion de la bulle Internet. Il s'est dit, je veux pas revivre ça. Ouais. Ça a tout l'air d'une bulle, toutes ces levées de fonds à gogo et tout. Et donc, nous, on va monter une boîte rentable qui ait un impact sur un marché. Et notre but, c'est à terme, c'est de développer l'entreprise, mais c'est aussi de pouvoir, enfin, la plus belle exit qu'on pourra avoir, c'est d'être racheté par un gros du secteur, puisque ça montrerait qu'on a une proposition de valeur qui était vraiment innovante pour ce marché-là du travail temporaire. Donc on fait ça. En 2019, on est à l'équilibre. En 2020, tu en as parlé brièvement dans l'introduction, on lance d'autres projets dans l'insertion, dans la formation. Et en 2022, on a finalement vendu l'entreprise un peu sur une opportunité, puisqu'on a été approché par un groupe belge qui s'appelle House of HR, qui est un groupe très important de travail temporaire. Aujourd'hui, c'est dans les ressources humaines, disons, c'est le 7e acteur européen sur les ressources humaines, principalement l'intérim et du consulting. Un groupe qui fait 3,6 milliards. Et ils nous ont proposé de nous racheter. Et nous, ça marchait bien à ce moment-là parce que c'était le moment où on voulait lancer de l'intérim. Il se trouve qu'eux avaient déjà créé une société d'intérim en France. Et donc, ils nous ont dit, OK, si on vous rachète, vous pourrez récupérer cette société d'intérim, l'intégrer au sein de Staffme et proposer sur la plateforme les deux offres, auto-entrepreneur et intérim. Et donc, c'est comme ça donc en 2022, on se fait racheter, on est à peu près 80 personnes. Et en fait, à ce moment-là, Amaury, qui est comme je l'ai dit, qui est plus âgé que moi, qui a 20 ans de plus, lui s'est dit, c'est un bon moment pour prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Et donc, il est parti de l'entreprise à ce moment-là. Et donc, moi, depuis 2022, je suis seul aux commandes. Donc là, pour le coup, j'ai un rôle plein et entier de CEO. Alors après, j'ai des directeurs de filiales sur chacune des entités, donc Staffme Jobs, l'accélérateur pour l'insertion et l'académie pour la formation. Et voilà, je dirige tout ce beau monde avec, d'une certaine manière, un actionnaire qui est ce groupe belge House of HR. Et tu as gardé donc des parts de l'entreprise également ou tu as vendu 100% du capital? J'ai vendu 100% et j'ai réinvesti en fait dans House of HR. Ok. Voilà, donc du coup, ça te permet d'avoir des parts dans la maison mère, si j'ose dire. Exactement. Et donc un intérêt de développer l'ensemble de la structure. Complètement. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, House of HR, c'est un modèle qui est super intéressant. En fait, c'est une entreprise, ça part d'une entreprise de travail temporaire belge qui s'appelle Accent, qui a été lancée il y a 30 ans, en 1995, par 2 personnes dans un village. Peut-être que s'ils m'entendent, ils ne seraient pas contents, mais dans une petite ville, on va dire, de Flandre, qui s'appelle Roulers. Et il faut y aller, il n'y a rien, c'est des champs et on est au fin fond de la Flandre et ils ont lancé une agence d'intérim. Donc comme tu lancerais, je sais pas, une boucherie, une boulangerie, tu vois, avec un pas de porte et tu vas sur le site d'House of HR et tu les vois poser, les 2 fondateurs, enfin la fondatrice, Connie et Philippe, l'autre fondateur, et tu les vois poser devant l'agence d'intérim. On a l'impression que c'est une photo prise dans les années 60, mais non, c'est une photo prise en 95. Ils ont développé leur société d'intérim super bien et avec un état d'esprit très particulier qui est
un véritable état d'esprit entrepreneurial. C'est-à-dire que c'était pas un modèle de franchise, mais il responsabilisait, enfin il continue à le faire, hein, parce qu'Accent est aujourd'hui le 2e ou 3e acteur du travail temporaire, donc de l'intérim en Belgique. Il responsabilisait énormément chacune des personnes qui devenaient responsables d'agence à chaque fois qu'ils ouvraient une agence. Il disait, bah voilà, ça c'est ton quartier, montrer une carte, j'en avais parlé avec Connie qui est la fondatrice. Voilà, ça c'est ton quartier, tu gères, tu fais ce que tu veux, moi je m'en fiche, je me mets pas dans tes affaires, tu fais ce que tu veux, et à la fin, si ça marche, tu auras une super prime, et puis on continuera comme ça année après année. En 2012, il faisait presque, je crois, 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, et à ce moment-là, ils ont décidé de faire rentrer un fonds français qui s'appelle Naxicap, qui est une filiale, enfin un fonds qui dépend de Natixis. Et la personne à la tête de ce fonds, qui s'appelle Eric Aveillant, s'est dit c'est un bon moment en 2012 pour créer un nouveau géant des ressources humaines en Europe en partant de cette société Accent. Pourquoi ? Parce qu'il s'est dit ok, tous les géants des services RH, qui sont principalement des sociétés d'intérim, hein, Adecco, Manpower, Randstad, etc. C'est des boîtes qui sont nées dans les années 70, 80, 90. Mais à l'ère du digital, il y a la place pour lancer un nouvel acteur qui fait les choses un peu autrement. Donc ils se sont dit, ok, à partir de là, on va monter cette entreprise. Et donc comment on va le faire ? On va racheter en fait plein de business locaux autour de la Belgique, donc en France, en Allemagne, aux Pays-Bas. Et on va les agréger, et tout ça va faire le groupe House of HR. Ils ont commencé en rachetant une boîte en France qui s'appelle Abilsen, qui est toujours là, d'ailleurs, qui est à 2 pas d'ici, sur les Champs-Élysées. Boîte de consulting. Ils avaient donc Accent, la boîte belge d'intérim, et Abilsen. Donc il fallait trouver un nom commun, et donc ils l'ont appelé House of HR. Ils ont continué à faire du build-up de 2012 à 2022, et ils sont passés de du coup 300 millions avec Accent, ils avaient dû ajouter, je sais pas, peut-être 100 millions avec Abilsen, donc 400 millions, à 3,6 milliards, 3,6 milliards en 2024. Et tout ça via du build-up et avec une stratégie qui est toujours, et c'est ça que moi je trouve magique dans ce groupe, qui est la plus totale décentralisation. C'est-à-dire qu'il y a un siège, House of HR, qui est à Courtrai, en Belgique, qui est pas très loin de la frontière française, où il y a peut-être 40 personnes qui gèrent, qui en tout cas, et House of HR, c'est qui gère qui fait 3,6 milliards avec toutes ces entités. Et ces 40 personnes, c'est quasiment que de la finance pour faire remonter tous les résultats et consolider les résultats. Et il doit y avoir quelques personnes aussi un peu autour de la cybersécurité. Et il y a une CEO qui s'appelle Rika Coppens, qui est une femme hyper inspirante. Et elle gère en direct les CEO de 54 entreprises qui, en fait, ont été les entreprises rachetées au fur et à mesure par House of HR. Et tout ça, c'est un business qui leur a permis de grossir de 400 millions à 3,6 milliards en 13 ans, 12 ans. Ouais. Et là, plus récemment, en 2022, au même moment que nous, ils ont été rachetés par Bain Capital, qui est un des plus beaux fonds au monde. Et donc voilà, ils continuent à se développer. Et moi, je trouve que c'est super sympa d'être dans un groupe comme ça parce qu'on sent que c'est vraiment une maison d'entrepreneurs. C'est pas que sur le papier, on sent dans le mode de fonctionnement intrinsèque que c'est vraiment une union d'entrepreneurs qui décident de lancer un projet très important. Ouais. Et ça, c'est quand on est un jeune entrepreneur comme moi, enfin de moins en moins, mais on va dire, allez, encore un jeune entrepreneur qui a commencé à 24 ans sur quasiment les bancs de l'école et puis dans la cuisine d'Amaury, se retrouver dans ce groupe de 3,6 milliards à parler avec des Allemands, des Néerlandais et continuer à faire grossir ce grand ensemble et avoir une partie de l'equity de ce grand ensemble. Je trouve que c'est un super parcours. C'est assez incroyable comme modèle de racheter, consolider et puis offrir l'opportunité d'entrer au capital. Ouais. C'est quelque chose qui t'est offert directement lorsque tu te fais racheter par ce groupe ou pas ? Si, c'est quelque chose. En fait, c'est vraiment la façon dont il fonctionne. Okay. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'il y a des entrepreneurs qui ont vu leur boîte rachetée il y a 8-10 ans et qui sont toujours chez House of HR. Parce que justement, en fait, le succès qu'ils vont avoir localement va participer au succès
globale, là où ça fait ça. Et comme eux sont directement actionnaires, et je crois aujourd'hui une grande majorité du capital est détenue par les entrepreneurs, eh bien tout de suite ils ont des effets de levier qui sont incroyables. Il faut imaginer que entre Naxicap en 2012 et Bain Capital en 2022, on est sur un x10. Ouais. C'est dingue. Donc c'est assez dingue. Je rebondis sur un point assez intéressant qui peut aider et offrir des réponses à tous ceux qui nous écoutent. C'est que jusqu'à donc 2022, tu es avec ton associé. Oui. Donc vous vivez cette aventure folle qu'est l'entrepreneuriat avec ses hauts, ses bas, ses challenges, ses leçons, etc. Et en 2022, lorsque vous revendez, il prend la décision de quitter l'aventure et tu te retrouves seul aux commandes, comme tu l'as évoqué mot pour mot. Quels ont été les grands changements pour toi ? Parce que est-ce que déjà jusqu'à 2022 vous faisiez tout ensemble, comme tu l'évoquais tout à l'heure, où normalement souvent quand on est associé on se dit bon, on est complémentaires, 1 plus 1 ça fait 2, voire ça doit faire 3, alors que là c'est un peu l'inverse, vous faisiez vraiment beaucoup de choses ensemble comme tu l'évoquais. Donc à quel point ça a changé ton quotidien de passer d'un mode associé on est deux à je suis tout seul aux commandes, qu'est-ce que je fais maintenant ? C'est sûr que c'était très différent. J'ai eu une petite période où j'ai eu besoin de m'adapter parce que, en fait, quand on fait tout comme ça à 2, à 4 mains et que moi j'avais vachement ce mode de fonctionnement d'aller demander l'avis, quand Amaury n'est plus là, ça marche plus, quoi. Donc il faut essayer de réinventer un peu une routine. Et moi j'ai un petit truc que je fais assez souvent, c'est, et pour pas déranger Amaury, je m'interroge sur qu'aurait fait ou qu'aurait dit Amaury dans cette situation. Et ça m'aide beaucoup. Ça, c'est un premier petit truc. Et après, je pense que c'est aussi le positionnement par rapport à plein de personnes. Parfois, comme on était deux, il y a des moments où tu peux te reposer un peu sur l'autre. Tu vois, je sais pas, il y a une décision difficile à prendre. Tu sens qu'aujourd'hui, tu n'as pas trop l'énergie pour le faire ou le courage pour le faire. Tu dis à l'autre, tu veux pas y aller, et inversement. Et en fait, quand tu te retrouves tout seul, pour le coup, tu n'as plus ça, quoi. Et donc, tu peux plus te dire, en fait, cette fois-ci, c'est pas moi qui vais y aller. Et donc ça, j'ai eu un petit moment d'apprentissage où ça a été dur, où je me suis dit, là, faut vraiment y aller. Et tu peux pas te cacher, entre guillemets, derrière Amaury. Cette décision, il faut la prendre, c'est le moment. Et tu peux pas te dire, en fait, je la prendrai dans 3 mois parce que, je sais pas, dans 3 mois, ça ira mieux, quoi. Non, il faut y aller. Et ça, je pense que c'est les 2 plus gros apprentissages. Le premier, c'est vraiment essayer de raisonner essayer de garder, même si elle est plus matérialisée par des conversations, mais ce côté, tiens, qu'est-ce qu'il aurait fait à ma place ? Parce que, en fait, encore une fois, on a des caractères hyper complémentaires. Et donc, on ne réagit pas du tout de la même manière par rapport aux situations. Et je ne dis pas qu'il y en a un qui réagit bien et l'autre qui réagit mal. C'est juste que notre force dans l'association, ça a toujours été d'être un peu comme 2 pôles et aller chercher la voie médium, la voie d'équilibre au milieu, était souvent la bonne voie de passage. Et que si on avait été, entre guillemets, de mon côté ou si on avait été de son côté, dans les 2 cas, on se serait planté. Et donc, pour moi, ça a été vraiment l'apprentissage, c'était vraiment d'essayer de comprendre ce que lui, d'essayer d'imaginer ce que lui aurait fait, de toujours garder ce que moi je pensais faire et d'aller chercher un peu la voie médiane autour de tout ça. Et puis le deuxième enseignement, c'est ce côté, on peut plus se cacher, quoi. Quand on est tout seul là, on est à la fois le je sais pas comment dire, le fusible, on est à la fois le premier soldat ou qui est sur son cheval et qui lance l'assaut. Enfin voilà, et on est tout seul. Complètement. Je passe du coq à l'âne avec ma question, mais par rapport à l'industrie du job étudiant, etc., à quel point aujourd'hui l'intelligence artificielle a une influence et de l'impact sur celle-ci, ou demain peut-être. Je pose cette question parce que j'ai vu passer récemment même des projections, plus que des chiffres et des études, c'est peut-être un peu trop récent, où progressivement l'intelligence artificielle prenait de plus en plus de part sur ce marché également. Donc c'est peut-être un concurrent invisible encore à l'ensemble des différents acteurs.
Toi qui le vis au quotidien, est-ce que c'est quelque chose que tu constates aussi ou pas du tout? Ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt un partenaire dans l'équation? Comment tu vois la chose? Aujourd'hui, nous, les missions qui sont proposées ne sont pas remplaçables par l'intelligence artificielle. Okay. Être serveur dans un restaurant, faire des frites dans une chaîne de restauration rapide, faire du conseil pour vendre un vêtement dans une enseigne de prêt-à-porter, tout ça, c'est peut-être les dernières choses qui pourront être remplacées. Donc on ne voit pas d'impact direct sur les missions. Par contre, dans la façon dont on travaille, on en voit beaucoup. Et même dans la façon dont les utilisateurs utilisent l'application, on en voit beaucoup. C'est d'ailleurs assez rigolo parce que la dernière fois, on fait souvent des apéros, on va rencontrer nos utilisateurs. Et quand tu t'inscris sur StaffMe, en fait, tu dois renseigner une sorte de biographie, quoi. Tu n'as pas de CV et tu fais un peu, tu dis, bah voilà, je voudrais faire serveur, j'ai tant d'expérience, et puis ensuite, tu as une petite case où tu peux décrire ton expérience. Et nous, on utilise ça pour justement faire matcher les offres des entreprises avec les profils des candidats. Et j'en parle à des étudiants et ils me disent ah là, j'ai trouvé le truc pour vraiment avoir toutes les missions sur StaffMe. Je dis ah bon, c'est super intéressant, dis-moi plus. Et il me dit là, je suis en train de le donner à tout le monde, c'est le meilleur truc. Et en fait, ce qu'il avait fait, le gars, c'est hyper smart. Il avait fait un prompt sur ChatGPT pour avoir des descriptions de ses expériences qui soient les plus pro, les plus propres possibles. Et en fait, il avait ce prompt et à chaque fois qu'il y avait une expérience, donc serveur, il mettait son prompt, ça lui donnait un résultat et tac, il copiait ça dans la case commentaire. Et ainsi de suite sur serveur, sur vendeur, sur tout un tas de trucs. Et donc il disait qu'il avait d'une certaine manière hacké l'algorithme parce qu'il avait le profil le plus chiadé de l'histoire sur StaffMe. Donc ça, c'est plus anecdotique, mais ça montre aussi que ces utilisateurs, ils n'ont pas attendu qu'on mette de l'IA dans la plateforme pour IAiser la plateforme. Et puis après, sur l'intelligence artificielle, nous, ce qu'on voit, c'est surtout dans les façons de travailler. Alors moi, je trouve que c'est encore dans les équipes. Aujourd'hui, on est une équipe de petite centaine de personnes. Je trouve que c'est encore un peu balbutiant dans les usages. On sent que tout le monde fait ce qu'on appelle du shadow IA, quoi. Ils utilisent tous... ils ont tout le temps un peu de ChatGPT ouvert, etc. pour les aider à transformer leurs mails et les réécrire. Je trouve qu'on n'a pas encore passé à une étape où ça a changé radicalement la façon de travailler de façon très unifiée. Là, on le voit un petit peu maintenant dans tout ce qui est process commerciaux, avec notamment tous les transcripts de calls. Et on a créé une sorte de méga base de données avec tous les calls, tous les transcripts. Et on peut chatter en fait avec tous les calls de tous les sales depuis un an et demi. Et donc ça nous permet vraiment d'avoir des indicateurs, de savoir, enfin voilà, de déceler des patterns, quand est-ce qu'on parle du pricing, quelle difficulté le pricing peut poser. Voilà, donc ça c'est super intéressant. Mais c'est, je pense, une des seules utilisations où je trouve que c'est vraiment game changer au niveau de l'entreprise. Après, à titre personnel, moi je suis un fan absolu et j'utilise ça tous les jours et je pense que, bon, déjà, le retour en arrière m'est impossible et que je gagne en productivité, c'est absolument bluffant, quoi. C'est absolument bluffant. Il y a plein de trucs où je gagne des dizaines d'heures par rapport à la façon dont je l'aurais fait 3-4 ans auparavant. Ouais. Que ce soit en termes de recherche, connaissance sur un sujet, sur une industrie. Par exemple, la dernière fois, pour illustrer ça, je me demandais comment ça marchait dans l'aéroportuaire pour pouvoir placer des intérimaires. Parce qu'il y a plein de choses à savoir, des badges à délivrer, des attestations, des formations, etc. Parce que, évidemment, tout le monde ne peut pas rentrer dans l'aéroport comme ça pour travailler. Et ben, j'ai fait une session de 3 heures avec un modèle de raisonnement
Et j'en suis sorti et je pense que je pouvais me déclarer expert de ce sujet, alors que ça m'aurait pris avant aller sur Google, lire tes articles, mais en fait s'apercevoir après avoir lu l'article pendant 15 minutes que c'était pas le bon, avoir des données plus à jour, etc. Ça m'aurait pris des semaines. Aller interroger des acteurs du secteur, ça m'a pris énormément de temps. Là, moi, je trouve que c'est fabuleux. Et puis après, tout ce qui est, je trouve que par exemple, pour se renseigner sur un sujet, c'est fantastique. Et puis après, oui, tout ce qui est... alors moi, je suis un peu dans le début de l'agentique, donc essayer d'avoir des petits agents qui gèrent certaines choses, mon agenda, le traitement de mes emails, etc. On sent que c'est encore le début parce que c'est loin d'être parfait, mais ça commence à ressembler à quelque chose. Là, j'ai un petit agent qui... le matin, j'arrive, j'ai mes mails, j'ai un prompt où je lui dis tu prends tous les mails de ces 3 derniers jours dans lesquels je suis dans le fil de tout et pas en copie cachée. Tu me proposes, tu me fais la liste et pour chacun, tu me résumes un peu ce qui est dit et je te propose une réponse et tu les prépares et tu les mets tous dans mes brouillons. Et donc après, je fais ça avec mon petit agent sur mes mails pendant, 30 minutes. Et du coup, je gère, une centaine de mails comme ça. Et après, j'ai tout dans les brouillons et je fais envoyer. Je corrige encore 2-3 trucs si ça marche pas. Et puis c'est fait. Alors que avant, je fais très bien ces sessions de mails, ça pouvait me prendre 3 heures, le temps de bien lire, comprendre. Puis après, on a un Slack qui débarque, un truc, un WhatsApp. Du coup, on perd le fil, puis on y retourne. Enfin, bref. Donc, je pense que ça va vraiment nous permettre de... décupler la productivité. Ouais, décupler la productivité. Puis après, je pense qu'il y aura plein de nouveaux usages. Que ça, il va falloir dessiner. Et c'est là aussi où ça va être super intéressant parce que moi qui suis très intéressé par la technologie, je pense qu'en fait, les interfaces qu'on a avec la machine vont complètement évoluer. Et ça, alors, c'est pas dans les 6 mois, hein. Mais dans les 2-3 ans, moi, je m'interroge beaucoup. Je t'ai dit que j'étais un fan d'Apple sur le futur de l'iPhone. Je trouve que, déjà, ils ont raté la partie Apple Intelligence. Ça, je pense que tout le monde est d'accord, parce que ça marche pas. Et je me dis, en fait, est-ce que avec l'intelligence artificielle, on va être encore avec des interfaces, on va cliquer sur des boutons? Est-ce qu'on va pas être dans un truc beaucoup plus... une interface homme-machine qui sera beaucoup... qui sera complètement différente. Et je ne suis pas le seul à le penser, il y en a beaucoup qui s'interrogent sur ces sujets. Et je pense que ça va être passionnant. Complètement, ouais. Bon, juste on parle, on dit les choses, ou même au-delà, tu penses à quelque chose et puis elle l'exécute. Un autre point, c'est que sur le déclic, on a beaucoup plus d'entrepreneurs que d'étudiants. Ok. Et donc, quelles sont les 1, 2, 3 objections qui peut-être ont été mises en avant justement par l'IA de tous les appels que vous avez faits, tu parlais des transcripts notamment, des entreprises qui pourraient potentiellement faire appel à du travail d'étudiants ou à la collaboration avec des étudiants en France ou ailleurs en général par rapport à d'autres solutions, par exemple l'outsourcing, par exemple des agents IA, par exemple le recrutement d'un tiers plutôt que de passer par un étudiant. En général, c'est quoi qui ressort ? Souvent, c'est, je dirais, le manque d'expérience. Et ça, c'est quand même quelque chose qui, moi, je trouve toujours un peu étrange, voire absurde, puisqu'ils veulent toujours des gens plus expérimentés, mais le moins cher possible. Et je suis là, mais ça ne peut pas marcher. Il y a un moment, l'équation ne fonctionne plus. Donc je dirais que ça, c'est la première chose, c'est le manque d'expérience. Et il y a un côté, c'est souvent ce qu'on voit sur des mèmes qui tournent dans les milieux étudiants, etc., et où chez les jeunes qui sont en recherche d'emploi, c'est un truc qui disent pour cet emploi, il faut 5 ans d'expérience. Et on arrive avec 5 ans d'expérience et on va te dire ah bah non, en fait je privilégie quelqu'un qui avait 3 ans d'expérience, quoi. C'est des trucs où c'est comme c'est toujours trop tôt ou toujours trop tard. Ouais. Et ça c'est le truc qui revient le plus et je pense que on est quand même en train d'évoluer par rapport à tout ça, enfin je l'espère, et notamment dans certaines industries, typiquement la restauration, qui a
qui a eu des pratiques un peu d'un autre âge et qui parfois continuent à dominer, mais qui sont, j'ai bon espoir, sont plutôt sur la pente descendante, et notamment avec l'épisode du Covid où il y a énormément de gens qui sont partis de la restauration, et parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait ils pouvaient aller faire d'autres choses ailleurs et qu'ils avaient des compétences et qu'ils pouvaient mieux se valoriser. Et donc ça a amené tous ces professionnels de la restauration à repenser leur modèle et à réfléchir à comment ils pouvaient attirer des talents, les fidéliser. Et ça passe aussi beaucoup par, moi je pense, tout ce qui est formation. C'est-à-dire que c'est ce qu'on voit, c'est qu'on dit à ces jeunes, vous n'avez pas assez d'expérience, mais moi ce que je dis aux entreprises, c'est en fait tester, embarquer ce jeune dans votre histoire. Et oui, au début ça ne va pas être parfait, parce qu'il n'en a jamais fait, mais si vous ne lui donnez pas sa chance, en fait, il n'y arrivera jamais. Et c'est pas une bonne chose. Donc en fait, tentez avec lui, et puis ensuite formez-le. Et vous allez voir ça va parfaitement se passer. C'est juste que ça demande un peu de temps, et puis ça demande de prendre un petit risque. Mais bon, vous êtes des entrepreneurs, donc vous pouvez le faire. Tu parles de la pandémie, justement, donc 2020. Là, pratiquement tous les jobs que vous couvrez s'arrêtent. Ouais. Comment ça se passe? Parce que vous êtes dans un modèle payé à la commission. Ouais. Donc ça veut dire que pratiquement instantanément, pendant une période donnée de quelques mois, voire presque une année, ou plus d'une année, ça s'arrête. Comment on gère son entreprise quand on est en croissance, on a plusieurs dizaines de collaborateurs, on a des coûts fixes et tout s'arrête? Alors nous, on a eu de la chance, c'est que tout ne s'est pas arrêté. Ok. Il faut voir que donc en mars 2020, le jour du confinement, nous, on a peut-être 95% des missions qui s'arrêtent. Mais on a 5% qui sont dans l'industrie de la grande distribution, qui à l'époque représentait 5%, et qui en fait se mettent à exploser. Pourquoi? Parce que c'est les derniers commerces qui restent ouverts, qui n'ont jamais été fermés pendant la pandémie, les supermarchés, et que surtout, ils ont un absentéisme énorme. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il faut se rappeler que quand vous aviez des enfants, vous aviez un arrêt maladie, garde d'enfants. Enfin, vous pouviez demander un arrêt maladie, garde d'enfants, un congé maladie, garde d'enfants, pour la pandémie. Et donc, il se trouve que c'est beaucoup, en fait, souvent des mères célibataires dans les supermarchés avec des enfants en bas âge. Et donc, la plupart des enseignes se sont retrouvées avec 60% de leurs effectifs en moins. Et à ce moment-là, il a fallu trouver des gens pour remplacer ces personnes-là. Et c'est là qu'ils ont fait appel très, très, très massivement aux étudiants sur StaffMe. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'en fait, les étudiants étaient parfaits pour ça. Un, c'était les publics qui étaient les moins à risque au niveau du Covid. Et deux, parce qu'en fait, eux, ils avaient beaucoup, beaucoup de temps pour le coup à consacrer à ces jobs-là. Et donc, en fait, je dirais même presque en quelques heures, on a 5% de l'activité qui est devenue 90, 100%. Wow. Et donc, on n'a pas eu du tout ni à faire de chômage partiel, ni à se séparer de personnes. Enfin, ça a été une très belle période pour nous pendant cette pandémie. Après, il a fallu reconstruire, parce qu'à un moment, ça s'est contracté. Enfin, à l'été, la grande distribution s'est organisée, il y a eu moins de demandes, et les autres secteurs, type restauration, etc., n'avaient pas repris. Donc là, on a eu une période où on a fait peut-être un peu moins que d'habitude. Et très vite, on s'est mis sur un autre segment qui était, donc ça c'était plutôt en 2021, qui était les préleveurs Covid. Et ça, je pense que c'est vraiment un truc d'entrepreneur. C'est qu'on avait nos antennes avec Amaury, on s'est dit, tiens, mais comment on va pas baisser les bras, on va pas se mettre au chômage partiel et puis attendre que la calmie arrive ou que la varie passe. Il faut qu'on trouve des secteurs, des niches, comme on a eu la grande distribution, qui vont nous permettre d'être porteurs. Et il se trouve que là, on se rend compte que donc c'est le début des prélèvements nasopharyngés. C'est comme ça qu'on les appelait, ce très joli mot. Et ces prélèvements nasopharyngés ne pouvaient être faits que par des étudiants en santé. Et donc on se dit, mais sur la base de données, on a près d'1 million d'étudiants. Alors à l'époque, on avait peut-être 600 000, un peu moins. Il y a forcément des étudiants en médecine.
En santé d'ailleurs, parce que c'est pas que médecine, ça peut être pharmacie, infirmier, etc. Et donc on interroge et on se rend compte qu'en fait on en a plein. Comme dans la majorité des étudiants français, je sais pas, il doit y avoir 5 ou 10% qui sont des étudiants en santé. Et donc on va voir avec je sais pas, on devait avoir 20 000 étudiants en santé. On va voir les laboratoires, les pharmacies, on leur dit si vous voulez, on a 20 000 étudiants en santé disponibles. Et là, à ce moment-là, ils se mettent tous à venir chez nous. Et donc tous les barnums, vous vous rappelez, les petites tentes qu'il y avait devant les pharmacies partout dans Paris et partout en France, en fait, la plupart du temps, c'était opéré par des staffeurs, étudiants en santé. Et puis même, on a réussi un truc encore mieux, c'est qu'après, on a négocié avec le ministère de la Santé pour créer une formation pour que n'importe quel étudiant puisse devenir préleveur préleveur, je sais pas si on dit préleveur nasopharyngé. À l'époque, on appelait ça médiateur de la Covid, c'était très chic. Et donc, en fait, on avait négocié avec l'État, avec le ministère de la Santé. Ils avaient à suivre une formation de 1 journée qui était délivrée par les IFRI, les instituts de formation à la profession d'infirmier et infirmière. Ils suivaient cette formation d'1 journée et après, ils étaient habilités à pouvoir faire des prélèvements. Et donc, on a plein d'étudiants qui, pendant quelques mois, en fait, au lieu de faire leur job étudiant habituel en restauration, dans les boutiques qui étaient fermées, ils sont devenus préleveurs nasopharyngés. Et donc, ça nous a permis en fait de vraiment surfer cette période de la meilleure des façons. Et donc, c'était une période particulière. Je ne sais pas si on se souhaite de la revivre, je ne pense pas, pour tout un peu les difficultés sociales qu'il y a eu chez pas mal de monde après ça. Mais en tout cas, nous, en termes de business, ça s'est plutôt bien passé. Ouais, surtout parce qu'il y a eu cet état d'esprit entrepreneur. Complètement. De trouver des solutions, de créer des opportunités là où, effectivement, il faut les trouver, il faut les voir. Et je rebondis sur un point, c'est que tout à l'heure, tu as raconté l'anecdote du tout premier client où tu te dis, Amaury t'appelle, comment on va faire, etc. Et là, de l'autre côté, tu as 95% de tes missions qui s'arrêtent quasiment instantanément et tu as 95% de missions en plus par rapport à un autre poste qui est 5% en quelques heures, comme tu l'évoques. Donc moi, la première réflexion, je me suis dit, ça a dû être le branle-bas de combat total partout, auprès de tous les effectifs, toutes les équipes, etc. Mais ça se trouve, tu vas me dire que non, et tout était déjà automatisé ou pratiquement tout. Comment ça se passe sur l'application et comment ça se passe à ce moment quand tout change d'un coup ? Il y avait beaucoup de choses sont automatisées déjà à l'époque, parce qu'on a l'application depuis 2018, je pense, et donc beaucoup de choses sont automatisées. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, on reroute tout le monde vers la grande distribution. Et donc, nous, on a en interne principalement 2 équipes, une équipe commerciale et ce qu'on appelle une équipe Ops, donc qui va s'occuper de toute la relation avec les entreprises, s'il y a des problèmes, s'ils n'arrivent pas à faire des choses sur l'application, si le staffeur ne vient pas, comment le remplacer, etc. Et donc, en fait, tout le monde s'est mis sur la grande distri. Et on a tous bossé, je sais pas, mais alors moi je faisais du 7h, 23h, et les autres un peu moins, mais en tout cas on était tous connectés, et c'est vrai que ça a été un truc, un moment un peu particulier. Moi je me rappelle, juste avant le confinement, où je dis à tout le monde, à l'époque on faisait pas beaucoup de télétravail, enfin même très peu. Il y avait juste les devs qui avaient négocié un peu de télétravail, parce que c'était un truc de tech, on disait à l'époque. Et je me rappelle, je dis à tout le monde, là on l'avait fait juste un peu avant le confinement, je sais pas, 4-5 jours avant. Je me rappelle qu'il y avait une intervention de Macron. Je crois que le confinement c'était un mardi matin. On avait dû le faire le jeudi d'avant, parce on sentait que ça commençait à être critique. Et donc on avait dit à tout le monde, allez travailler chez vous, on va fermer les bureaux. Et je me rappelle que ce jour-là, je me suis dit, ça avait un côté vertigineux. Je voyais tous les gens partir comme ça, aller chez eux, travailler chez eux. Je me disais, mais est-ce que j'ai pas fait la plus grosse connerie de ma vie d'entrepreneur en disant à tout le monde, allez chez vous ? Et en fait, c'était le bon choix, parce que 3 jours après, c'était obligatoire de toute façon. Ouais. Et qu'on a très très bien vécu cette période-là, qu'en fait, même si on était tous à distance, avec des situations parfois compliquées liées au confinement,
on a vécu une expérience en tant que groupe extraordinaire dont je pense chacun se rappelle parce que on était tout le temps sur Google Meet, sur Slack, etc. toute la journée à interagir. Et ça a un côté, je pense qu'on s'en souviendra toute notre vie, c'est sûr. À quel moment vous avez développé les autres business units comme l'académie, l'accélérateur et pourquoi, pour répondre à quel besoin finalement? On les a développés juste avant le Covid. Okay. On a eu le nez creux. Pourquoi? En fait, donc en 2017, on lève avec ces 2 fonds d'investissement et on se dit qu'on va faire un business rentable. Donc on met 2 ans à faire ça. En 2019, on est rentable et donc on se dit ok, on va lancer des nouvelles lignes business un peu par opportunité pour la formation parce qu'on s'est dit en fait, les auto-entrepreneurs ont des droits à la formation, ils ne les utilisent pas et quand ils les utilisent, on trouve que l'offre qui est sur le marché, franchement, elle est un peu pourrie. Et donc nous, on va monter notre propre ligne, on va faire de la qualité. C'est ce qu'on a toujours fait. Donc on va être exigeant sur le contenu, sur les profs, etc. Et on va faire un truc quali. Et on se dit, on veut que ce soit tellement quali qu'on va le faire en présentiel, en format genre de 10 personnes tous les soirs pendant 1 semaine. Donc on fait ça en janvier 2020, on a eu le nez creux, pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, ça marche bien. Franchement, on a des formations type créer son entreprise, social media manager, de prendre la prise de parole en public, ce genre de choses. Et donc au bout de 3 mois, on se dit, comment on va faire? Et on se dit, c'est vraiment dommage de laisser tomber ce projet qui est juste naissant et où on sent qu'il y a vraiment de la demande. Et donc on se décide à tout basculer en ce qu'on appelle classe virtuelle. Donc c'est-à-dire que c'est exactement le même format, tous les soirs pendant 3 heures avec un prof et 10 élèves, mais sauf qu'au lieu d'être dans une salle, c'est sur un Teams ou un Zoom ou un Google Meet. Et on se rend compte qu'en fait ça marche super bien. Super bien, et surtout que c'est beaucoup moins contraignant pour les apprenants, que ça nous permet en fait de toucher des gens partout, alors qu'avant on était super limité à les faire venir dans nos bureaux, etc. Et donc on pensait revenir sur un modèle présentiel, et en fait on n'a jamais abandonné ce modèle distanciel, et on a toujours continué sur ce format classe virtuelle, parce que pour nous c'est super important qu'il y ait vraiment cette figure entre guillemets du prof qui enseigne aux élèves et ses interactions, et que ce soit jamais plus de 12 personnes, je pense que c'est le max qu'on ait fait par formation, sur un format court, 1 semaine, pour que vraiment tu t'apprennes très vite et que tu n'aies pas le temps de te lasser. Tu vois, si c'est 3 heures par semaine pendant 6 mois, à un bon moment tu lâches, quoi. On s'est dit, ok, on fait un truc flash pour avoir le plus d'impact. Donc ça, c'est sur la partie formation. Et sur la partie insertion, ça s'est fait un tout petit peu plus tard. Mais là, l'idée, c'était de se dire, c'est un peu comme Monsieur Jourdain, on a l'impression qu'on faisait de la prose sans le savoir. Mais nous, on a l'impression qu'on faisait de l'insertion sans le savoir. Et parce qu'on se rendait compte qu'il y avait vraiment des parcours de vie qui ont changé grâce à StaffMe. Et on a voulu aller un cran plus loin dans cette insertion. Parce que ce qu'on faisait, historiquement, ce qu'on fait sur StaffMe, c'est qu'on permet à des jeunes de trouver des boulots. Il se trouve que de ces boulots, ils s'en font un tremplin fantastique, ils font des tas de choses superbes, parce qu'ils rencontrent des gens, parce que ça leur ouvre plein d'opportunités. Mais ils le font de façon très autonome. Et on s'est dit, pour certains publics qui sont très en difficulté, sociale et professionnelle, ça mériterait une part d'accompagnement supplémentaire. Et donc on a monté un dispositif qui s'appelle l'accélérateur, dans lequel on accompagne à peu près 150 jeunes par an, avec une équipe dédiée, qui sont des professionnels de l'insertion, donc qui vont faire des rendez-vous tous les mois, individuels, pour parler du parcours, pour pour en tout cas aider la personne sur des tas de sujets, que ce soit l'éducation financière, gestion de budget, tout ce qui est administratif, pour certains l'accès au logement, l'accès aux soins, voilà, toutes ces choses. Et l'idée, c'est en fait d'avoir cet accompagnement, à côté d'avoir la mise en relation avec des professionnels via StaffMe, donc pour leur permettre de faire des missions, pour demain, en fait, trouver un emploi durable. Parce qu'on a une conviction profonde, c'est que pour beaucoup de ces jeunes qui n'ont pas travaillé, en fait, qui n'ont jamais eu accès à l'emploi, qui n'ont pas un environnement, que ce soit social ou familial, qui va les pousser à travailler,
En fait, si tu leur dis, à partir de demain, en fait, c'est comme ça, c'est la vie, il va falloir que tu travailles, ça va être du lundi au vendredi de 9h à 17h. Et ils lâchent au bout de 2 heures. Ouais. C'est pas possible. Ils sont tellement éloignés de l'emploi qu'il faut forcément y aller par jalons, en posant des petites étapes particulières. Et donc c'est ça qu'on a fait, c'est ce que moi j'appelle l'insertion homéopathique. C'est-à-dire on dit ok, bon, alors tu vas faire une première mission, ça va être 2 heures. Ok, tu vas faire 2 heures, puis ensuite on va débriefer ensemble. Est-ce que ça s'est bien passé? Ou est-ce que tu as eu des difficultés? Tu te sens prêt pour faire la deuxième mission? Alors là, ça va être une demi-journée. Et ainsi de suite. Et après, ça va être 2 jours. Après, ça va être 3 jours. Après, ça va être 1 semaine. Après, ça va être 1 mois. Et en fait, comme ça, il y a des petites marches. Donc, c'est pour ça que je dis de façon homéopathique. On va leur permettre de retrouver la voie de l'emploi durable. Et c'est vraiment ça qu'on cherche à faire. Et ça, pour le coup, les histoires sont fantastiques parce que c'est des jeunes qui n'avaient jamais rien fait de leur vie, n'avaient jamais travaillé, n'avaient pas fait pour la plupart d'études. Et ils se retrouvent en CDI, insérés dans la société. Alors, on n'y arrive pas à chaque fois. Aujourd'hui, on doit être à 70% de ce qu'on appelle de sortie positive de ces dispositifs d'insertion, ce qui est énorme par rapport aux chiffres qu'on voit dans l'insertion. Mais voilà, oui, c'est vraiment quelque chose qui change des vies. Et après, on peut le faire qu'à une petite échelle. C'est-à-dire que c'est pas un modèle qui est soutenable pour accompagner 30 000 personnes par an. Enfin, j'aimerais bien, mais je sais pas encore faire. D'autant plus qu'il faut beaucoup de ressources pour pouvoir bien accompagner. Comme tu dis, c'est 150 Tout à fait. par an. Ça demande beaucoup d'énergie. Donc, c'est pas forcément rentable, en tout cas non. pas tout de suite. C'est pas rentable du tout. Voilà. Cette volonté d'aider, d'accompagner, d'insérer, là où c'est pas rentable, c'est juste la contribution. Je pense que ça apporte plein de choses à des tas d'endroits. Bon, déjà, ça apporte des choses pour la société. Ouais. Et ça, c'est quand même une bonne chose. Je pense que quand on a beaucoup reçu, il faut beaucoup donner. Et donc, c'est notre modeste contribution à faire que les choses aillent un peu mieux dans ce monde. Ton action philanthropique. Voilà. Après, au niveau de StaffMe, parce qu'en fait, les équipes, on est tous ensemble, on est tous dans les mêmes bureaux. Et les équipes de l'accélérateur sont juste à côté de celles de StaffMe. Et donc, ils se parlent tous les jours. Et donc, ils se voient. Et donc, ils ont toutes les actualités. Ils voient ce qu'on appelle les bénéficiaires, parce qu'ils viennent dans les bureaux pour les rendez-vous individuels. Et au niveau de la société StaffMe, en termes de groupe StaffMe, disons, ça apporte un souffle extraordinaire. Parce que les gens, les salariés se rendent compte, en fait, du pourquoi ils font tout ça. En fait, pourquoi ils font tout ça? Quel est le sens de ce qu'ils font? Pourquoi, en fait, la valeur travail a tant d'importance? Pourquoi, en fait, elle permet de structurer la société, d'aider tout un tas de gens? Ça, c'est vraiment quelque chose qui donne un souffle extraordinaire dans l'entreprise. Et c'est quelque chose que, pour le coup, qui est pas quantifiable. Je peux pas te dire, en fait, j'ai tant de personnes qui sont venues parce qu'on avait l'accélérateur. Mais pourtant, je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui nous rejoignent parce qu'on a cette structure et qu'ils voient qu'en fait, on n'est pas là que pour faire un max de business, être le plus rentable possible et mettre des gens dans toutes les entreprises à n'importe quel prix. En fait, on fait ça parce qu'on pense qu'on a une mission qui a vachement de sens. Ouais. Ça, c'est pour attirer des talents, pour les garder et faire que, en fait, tous les matins, ils se lèvent, ils aillent au boulot et ils aient la patate, quoi. Ils ne soient pas là en train de se dire encore ce boulot, j'ai le cafard, je ne peux plus le faire. Ils sont là en se disant tiens, en quoi mon action va changer des vies aujourd'hui? Et ça, ils le ressentent pleinement. Et tout ça, c'est des bénéfices qui sont pas quantifiables, mais qui, je pense, sont énormes et super importants pour tout le groupe. Complètement. Et est-ce que c'est pas une réponse aussi au fait que tu estimes peut-être que certains systèmes, les institutions, les universités, les entreprises, les syndicats, les politiques, n'aident pas assez ou suffisamment les étudiants ou les gens en insertion? Il y a cette volonté aussi, auquel cas, qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour aider davantage? Alors, il n'y a pas vraiment cette volonté de remplacer l'État. Moi, je suis assez libéral comme garçon, donc je pense que c'est une très bonne chose quand l'État, à certaines conditions, s'appuie en fait sur des acteurs privés comme nous pour faire des choses qui pourraient être de son domaine. Ouais.
Et par exemple, l'insertion, on pourrait se dire, en fait, il faudrait que ce soit 100% État, géré par l'État, etc. J'ai tendance à croire, vu l'état de notre État, justement, que c'est pas forcément la meilleure des solutions et que c'est faire preuve d'intelligence de s'appuyer sur des acteurs qui sont innovants dans leur façon de travailler, qui d'une certaine manière ont une certaine fraîcheur dans l'insertion. Et je pense que ça, c'est super bénéfique. Donc, je ne veux pas remplacer, c'est plutôt que je pense qu'il faut encourager en fait, les espèces de partenariats comme ça, où en fait, l'État c'est pas se désengage, parce qu'en fait, il ne se désengage pas totalement, mais en tout cas, confie l'exécution d'une de ses missions, délègue l'exécution d'une de ses missions à des acteurs privés qui sont plus innovants, plus dynamiques, entre guillemets, et encore une fois, plus frais, et donc dont l'impact est plus important in fine. Un point aussi, c'est que StaffMe, c'est ta toute première boîte. C'est donc ta toute première expérience entrepreneuriale. Même professionnelle. Même professionnelle. Et pour autant, il y a eu un super succès. Vous avez su faire face à des hauts, à des bas. Aujourd'hui, vous êtes, tu disais, une petite centaine de collaborateurs. Ça tourne bien. Tu as revendu ta boîte. Tu fais partie d'un gros groupe aujourd'hui et puis tu es hyper stimulé au quotidien et ça se ressent. En plus de ça, avec une mission qui fait du sens pour toi et pour tes équipes. Tu as su développer d'autres business units qui fonctionnent également et qui ont vraiment un sens synergique avec l'ensemble. Donc, en tout cas, comme je décris la mariée ici, franchement, elle est belle. Et c'est une très belle réussite. Est-ce que pour autant, il y a des choses que peut-être tu ferais différemment ou des conseils que tu partagerais à ceux qui nous écoutent ou avec le recul, tu aurais ajusté certaines choses ou pris d'autres types de décisions avec l'expérience que tu as accumulée pour ceux qui peut-être sont porteurs de projets, veulent se lancer ou sont déjà actifs en tant qu'entrepreneurs, mais pourraient bénéficier de ces quelques conseils que tu partagerais? Moi, je pense que pour tous ceux qui veulent entreprendre, on vit une période extraordinaire pour deux raisons. Le premier, c'est une histoire de contexte. Le contexte, nul ne l'ignore, est super difficile. Et je pense qu'en fait, quand le contexte est super difficile, ça peut paraître paradoxal, mais c'est un moment béni pour les entrepreneurs. Pourquoi ? Parce que quand c'est difficile, tu as 10 aspirants entrepreneurs, ils vont regarder les news, ils vont se dire « Ah non, c'est pas le moment pour se lancer ». Ça va être 8 sur les 10. Et tu en as 2 qui vont se dire « Bon, bah moi, malgré le contexte, j'y vais quand même ». Et donc, du coup, tu as beaucoup moins de concurrence. Tu fais partie d'une entre guillemets, petite élite juste parce que, un peu sélection naturelle, tu as osé y aller à un moment qui était difficile. Donc je pense que le contexte est super bon et donc il faut bien être attentif à ça. Quand il y a tout le monde qui se lance au même moment, sur le même sujet, etc., je pense que c'est pas, pour le coup, c'est pas un bon contexte. Et le deuxième, c'est le bouleversement technologique qu'on vit actuellement. Et avec l'intelligence artificielle, on en a déjà un peu parlé. Mais moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, avec ces outils-là, tu peux monter une boîte, mais en 2 minutes. C'est-à-dire que tu crées ton proto sur Lovable, Replit ou Bolt, et en 2 jours de travail, tu as vraiment une application disponible pour les utilisateurs, alors que tu n'es pas développeur pour un sou. Ton marketing, tu vas commencer à l'outsourcer à des agents qui vont rédiger tes pubs, qui vont faire ton affiliation de budget en fonction des trends qu'ils voient sur le moment. Tu vas faire avec VO3, produit de Google, des vidéos, des shorts de 5 secondes, 10 secondes, qui sont genre hyper quali. Tu vas faire des shootings photos qui hier, mais hier, quand j'ai dit littéralement, c'est hier, l'année dernière, coûtait 12 000 balles. Ben, aujourd'hui, avec Nano Banana, encore un produit de Google, tu vas pouvoir faire des photos de la qualité d'un shooting photo à 10 000 euros. C'est extraordinaire ce qu'on vit comme période. Et c'est un moment où tu peux aller à une vitesse, mais je pense qu'il y a peu eu dans l'histoire de l'entrepreneuriat de ces, je dirais, 100 dernières années. Parce que on a ces outils à disposition, que ces outils s'améliorent de jour en jour. Il faut
pareil, sur l'intelligence artificielle et la production de contenu. Il y a cette célèbre vidéo, c'est Will Smith qui mange des pâtes. On voit, on vous invite à aller regarder, il mange des pâtes en 2022. Donc c'est une vidéo qui est créée de Will Smith qui mange des spaghettis. Elle a été créée en 2022 par un modèle d'intelligence artificielle. Il n'y a rien qui va. Il est comme ça, la moitié ses doigts, c'est la moitié des pattes, son visage est complètement déformé, etc. Ils ont refait le test il y a 6 mois, mais on dirait que c'est Will Smith qui a tourné la scène et ça marche parfaitement. Et donc là, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a des progrès technologiques qui font qu'en fait, on peut aller beaucoup, beaucoup plus vite. Il y a des outils qui sont accessibles à tout le monde pour vraiment rien, pour en fait bootstrapper des boîtes sur des tas de sujets. Et ça, je pense que c'est une opportunité qui est très forte. Et après, le dernier peut-être conseil que j'aurais, qui est, pour le coup, qui n'est pas lié au contexte ni aux outils qu'on peut avoir en ce moment, c'est plus un contexte d'état d'esprit. C'est que si, en tant qu'entrepreneur, vous sentez que vous avez ça dans le cœur ou dans le ventre, dans les tripes, allez-y, quoi. Ouais. Il ne faut pas trop réfléchir, parce que plus vous réfléchissez, plus vous phosphorez, plus vous faites de la stratégie, à se dire « Ah oui, mais s'il se passe ça, il faudrait que je fasse ça, mais s'il se passe ci, je ferai alors je ferai cette solution », ça ne va pas marcher. En fait, vous allez phosphorer tout seul et vous allez avoir peut-être les plus beaux business plans, les plus beaux decks, mais ce n'est pas ça qui va vous ramener 1 euro. Et pourtant, la base de l'entrepreneuriat, c'est d'aller à la rencontre de ses clients, c'est de leur faire souscrire à ta solution, leur montrer qu'en fait, tu viens résoudre un vrai problème qu'ils ont. Et c'est comme ça qu'on monte des boîtes, c'est en étant sur le terrain. C'est pas en étant à Station F, en train de siroter des cafés à Felicita avec son ordi à faire des business plans. Non, c'est en étant sur le terrain. Et donc ça, c'est mon conseil de toujours. C'est entrepreneur, faites. C'est pas penser, c'est faites. J'ai 2 dernières questions pour toi, et merci pour cet échange et toute la valeur que tu as partagée jusqu'ici déjà. La première, même si on a quelques éléments de réponse, c'est qu'en 2022, lorsqu'il y a cette revente, tu aurais pu encaisser un gros chèque, partir sur une nouvelle aventure entrepreneuriale, pourquoi pas, ou tout simplement faire une petite retraite anticipée et profiter de la vie 1, 2, 3 ans avant une autre aventure. Pour autant, tu as choisi de rester dans l'entreprise, de garder la tête de celle-ci, de prendre des parts auprès de ce groupe lorsque tu as eu cette proposition. Qu'est-ce qui fait que tu as eu cette envie et tu as eu cette conviction et tu n'as pas fait le choix de vivre une autre aventure? Je pense que j'ai fait ce choix-là parce que en fait, le challenge qui était proposé était un challenge très différent de celui que j'avais vécu jusque-là. Avec justement la récupération de cette entreprise d'intérim qu'on a intégrée au sein de StaffMe, ce qui n'est jamais facile. C'était une 15aine de personnes. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, on allait écrire un nouveau chapitre de l'histoire de StaffMe et que moi, je voulais vraiment participer de ce chapitre. Parce que j'avais toujours pensé, en fait, avoir cette deuxième jambe, qui est la jambe intérim, à côté de la jambe auto-entrepreneur freelance. Et on ne l'avait jamais fait, et donc je voulais vraiment participer à ça. Ça, c'est vraiment une raison liée à l'histoire de StaffMe. Et puis, à titre plus personnel, en fait, je me rends compte que c'est un contexte qui est complètement différent, puisqu'aujourd'hui, donc j'ai des responsabilités au niveau européen, donc avec l'Allemagne, la Belgique, la France et les Pays-Bas. Et donc, j'ai une vie qui est très différente de quand j'étais entrepreneur, dans la start-up, on fait des trucs avec des bouts de ficelle, etc. Maintenant, je fais partie d'un groupe plus important, avec plus de moyens, avec un actionnaire, Bain Capital, dont je suis aussi assez proche et avec qui j'échange beaucoup. Et donc, en fait, j'apprends énormément. J'ai un peu l'impression de vivre différentes vies en très peu d'années. Et donc, comme je t'ai dit, on en revient au début, je suis très très curieux, j'adore apprendre, j'adore explorer des nouveaux mondes. Là, j'explore un nouveau monde qui est, après avoir été start-upper, avoir tout fait avec encore une fois des bouts de ficelle, construit un bel édifice avec des bouts de ficelle. Aujourd'hui, je le fais d'une manière différente, dans un cadre beaucoup plus structuré, tout en gardant cette intensité entrepreneuriale. Et je trouve que ça me va bien en ce moment. Je ne te dis pas que je ferai ça encore 10 ans.
j'ai quand même au fond de moi une petite flamme qui s'agite autour de l'entrepreneuriat et j'ai très envie de remonter quelque chose. Donc voilà, la question c'est quand, mais pour l'instant je suis là avec Staff.me et je suis très content de ça. Merci Jean-Baptiste pour tout ce que tu as partagé. J'ai une toute dernière question pour toi que je pose à chacun de nos invités. Mais avant ça, si vous avez eu autant de plaisir à écouter cet épisode, et bien que j'en ai eu à l'animer comme à chaque fois, bien faites-le nous savoir en mettant un petit commentaire sous cette vidéo, en mettant 5 étoiles sur la plateforme de streaming préférée sur laquelle vous nous avez écouté, et puis en partageant cette vidéo, en la likant évidemment. Est-ce que tu peux nous partager le déclic qui a fait toute la différence dans ta vie, que tu n'as pas partagé encore dans cette interview, peut-être que tu n'as jamais partagé, ça peut être professionnellement, personnellement, une simple phrase, une anecdote, quelque chose de positif, moins positif, peu importe, tu as carte blanche pour le mot de la fin. Le déclic, je dirais que c'est quand j'ai rencontré celle qui est devenue ma femme, Madeleine. J'étais assez jeune, hein, j'étais encore étudiant. Et il se trouve que j'ai toujours été un peu, comment dire ça, pas laxiste, mais j'ai toujours été, je me suis toujours dit ça passe. J'ai toujours au bac, de mes années scolaires, même mes premières années d'étudiant, j'étais toujours le strict minimum. Donc je n'en faisais jamais trop. J'étais toujours un peu, voilà, 10 et demi, 11. Puis il fallait avoir 13, j'avais 13. Voilà, je m'adaptais au contexte. Et en fait, elle, c'est une énorme bosseuse qui a fait une très grande école, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, grâce à elle, je me suis rendu compte qu'on n'avait rien sans rien, quoi. Et que de l'importance de vraiment beaucoup travailler, de beaucoup d'aller à fond dans les choses, et que c'est comme ça qu'on obtenait des résultats. Et c'est pas en survolant et en se disant je vais faire le strict minimum pour que ça passe. Qu'en fait, si on voulait accomplir des grandes choses, il fallait vraiment y aller à 3000%. Et donc, ouais, quand je l'ai rencontrée, ça a été mon déclic. Je me rappelle je la voyais travailler, j'étais subjugué, quoi. Je me disais, mais en fait, on peut être comme ça, hyper concentré, hyper, en fait, intense dans la manière dont on travaille. Et moi qui avais toujours un peu papillonné, voilà, donner des sourires, fait le strict minimum, ça a été une sacrée baffe dans ma vie. Et je pense que ouais, ça a été un déclic pour toute ma vie, au-delà du fait qu'on ait aussi monté une petite entreprise familiale avec 3 enfants maintenant. Voilà, ça a été, je pense que ça a eu aussi une grosse implication sur ma carrière et ma vie professionnelle. Merci Jean-Baptiste. Merci Alec.